Insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Et bienvenue à tous sur Zone Insolite. Sur Zone Insolite, la petite sœur de Zone Parallèle. À ce propos, moi j'aimerais remercier énormément et chaleureusement Carole Osé et toute son équipe de producteurs pour nous avoir permis, nous autres ufologues, de discuter avec vous d'ufologie. Merci encore Carole pour cette grande opportunité qui nous est donnée. Je suis Jeanne Chariot, la directrice de MUFON France depuis quelques petites semaines. Avant ça, j'étais directrice de MUFON Québec. Autant dire que mon cœur balance entre deux rivages. Mais aujourd'hui, c'est de France que je vous parle. Qui allons-nous recevoir aujourd'hui dans l'émission? Eh bien, en première partie, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Lagneau, le directeur du journal de la revue ufologique Lumière dans la nuit. Il va nous expliquer les succès et les déboires d'une revue qui se veut entièrement ufologique et vous allez rentrer dans les coulisses de cette rédaction. Et puis, nous allons recevoir un enquêteur de MUFON France. Il s'appelle Éric Barouillet. Il fait partie de la nouvelle équipe. Il est l'un de ceux qui nous a rejoints. Il a une histoire personnelle ufologique très intéressante et il va aussi nous raconter l'une de ses enquêtes les plus marquantes. Et là, accrochez-vous. Mais avant de faire connaissance avec notre premier invité, nous allons écouter une météo spécialement conçue pour nous, dirons-nous, qui est une œuvre de Jan Alexander. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et nous retrouvons cette météo chaque mois si vous le désirez. Bonjour à toutes et à tous, voici la météo. Pour les zones des Hauts-de-France jusqu'à l'Occitanie, grand frais à coups de vent prévu. Sur toute la France, le ciel se couvrira de soucoupes volantes aux alentours de 18h. Nous prévoyons ce soir une invasion d'ovnis, alors surtout, restez chez vous. Au niveau de l'éphéméride, nous fêterons bien sûr les aliens. Si vous constatez une disparition parmi vos proches, contactez notre numéro vert, le 0800 088 088. C'est le numéro spécial en cas d'enlèvement extraterrestre. Voilà, ce bulletin est terminé. Prochain rendez-vous demain matin à 6h47 sur les ondes moyennes, les ondes courtes et les ondes très longues en provenance de Mars et de Saturne. Sans prévenir, un vaisseau en forme de disque doté d'un dôme est entré dans le champ de la caméra, d'abord progressant vers, puis tournant autour d'une tête nucléaire factice en vol, avant de l'abattre avec un armement à base de rayons de lumière. Les débunkers ont tenté sans succès de discréditer ce cas étonnant en déformant les faits et en ignorant le témoignage d'un second ancien officier de la force aérienne américaine, le docteur Florence Messman, lequel a confirmé que cet événement top secret a vraiment eu lieu. Selon Messman, deux anciens officiers de la CIA ont confisqué l'enregistrement du film de cette rencontre troublante et l'ont convoyé à bord d'un avion spécial vers Washington. Et ça, c'est un extrait d'article paru au printemps dans Lumière dans la nuit, la revue ufologique française, qui est née il y a 60 ans et dont la vocation première était plus vaste, on va dire. Et c'est ce que va nous raconter aujourd'hui Jean-Louis Lagneau, qui est depuis 3 ans environ le directeur de cette revue qui nous livre des articles
de premier ordre sur l'ufologie. Il va nous raconter la façon dont il a abordé cette responsabilité et surtout comment il espère la faire évoluer et la faire vivre encore bien longtemps. Voici Jean-Louis. Bonjour à tous, je suis avec Jean-Louis Lagneau, le directeur de Lumière dans la nuit, la revue ufologique française qui a 60 ans, c'est ça Jean-Louis ? Tout à fait, donc elle date de février 1958 et a été créée par Monsieur Vélite, et ensuite c'est Joël Ménard qui a été le directeur pendant plus de 26 ans, et j'ai repris la revue en 2017, donc c'est tout à fait récent, moins de 3 ans. Parle-nous du contenu de cette revue. La revue au sein de laquelle j'écris, et on écrit des articles, on parle donc des témoignages qu'on peut recevoir, on parle du phénomène, on essaie de faire comprendre aux gens quelle est la nature du phénomène, on parle de faits historiques dans cette revue, et on fait aussi quelques publicités pour les conférences ou les salons, et on parle aussi au sein de la revue des autres associations, aussi bien françaises qu'étrangères. On a eu l'occasion de partager des articles dans Lumière dans la nuit, et ça va peut-être continuer, je l'espère. Et qui intervient justement dans la revue ? Alors dans la revue, qui écrit ? Tout le monde, tous les gens qui m'envoient des articles, et moi je me charge de tout remettre en maquette, et les articles sont écrits en général par des gens comme Monsieur Gildas Bourdet, pour ceux qui le connaissent en France, et on parle beaucoup des auteurs étrangers ou des associations étrangères en ce moment dans LDLN. Et est-ce que ça a évolué ? Est-ce que ça a bougé ? Évolué, oui et non, mais est-ce que ça a bougé depuis 60 ans ? Est-ce que ça s'est étoffé ? Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres sujets ? L'évolution a été, puisqu'au départ, quand M. Vélite a créé Lumière dans la nuit, il traitait un peu de tout. Il parlait d'écologie, il parlait de la façon de manger, il parlait de culture, il parlait de phénomènes paranormaux, un peu de tout ce qui se passait, de Dieu aussi. Et lorsque Joël Ménard a repris la revue, il a continué un peu le travail de M. Vélite, mais en parlant exclusivement d'ufologie. Et donc moi, depuis que j'ai repris la revue, j'ai souhaité continuer la ligne qu'avait mise en place Joël, continuer à faire en sorte que LDLN reste une revue sérieuse en ufologie, exclusivement, et qu'il n'y existe plus qu'en France une seule revue qui parle d'ufologie, c'est la nôtre. C'est vrai ça ? C'est vrai. C'est beau ça. Justement, le format, est-ce qu'il y a un format numérique ou ça se passe comment ? Non. Actuellement, tout se fait sur papier, et j'espère que dans un avenir proche ou lointain, tout dépendra des personnes que je peux rencontrer et qui peuvent éventuellement travailler avec LDLN, parce qu'il faut savoir que au sein de LDLN, tous les gens qui travaillent pour LDLN sont des bénévoles, et donc personne touche de l'argent. Et donc je recherche des gens qui peuvent gérer ma page web, gérer la page Facebook, développer LDLN. Là actuellement, je suis en train de rechercher une personne qui puisse réécrire les articles en anglais pour les mettre sur Internet, pour ouvrir LDLN vers l'étranger. Et ça, c'est assez compliqué parce que travailler bénévolement en plus de son travail, c'est pas toujours évident. Non, puis pour avoir écrit, mis en page Le Vigilant pendant quelques mois, je sais ce que c'est que ce travail de mise en page, de rédaction ou de correction. Alors là, tu veux toucher le monde extérieur anglophone, en priorité, je suppose. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est comme un appel, quoi. C'est comme un appel, j'appelle, ouais, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, actuellement, les revues ont beaucoup de mal à survivre. On a une expression, nous ici, on dit nous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Et qu'on soit des revues professionnelles ou des revues, on va dire, amateurs, comme LDLN, qui est fait que par des amateurs, que des gens qui sont bénévoles, on a beaucoup de mal à survivre. Et souvent, dans mes conférences, je fais des appels du pied pour demander aux gens d'aider LDLN, de s'abonner à LDLN, parce que ce qui est un peu étrange, c'est que sur le web, on remarque qu'il y a des groupes ufologues qui sont 12, 15, 20 000 abonnés, et la revue LDLN n'a que 452 abonnés actuellement. Lorsqu'on fait un livre sur l'ufologie en France, on s'aperçoit que quand on vend 100, 200 exemplaires, c'est énorme déjà. Aussi bien les auteurs que moi-même, on a du mal à comprendre quand on discute entre nous comment on passe de 15, 20 000 abonnés sur une page web à 100, 200 exemplaires vendus, à 450 abonnés à LDLN. C'est quand même incompréhensible. Sur une page web, non, sur une page Facebook, Non, sur une page Facebook, oui. Tout à fait. Sur une page Facebook.
Parce que c'est la gratuité et l'accessibilité qui fait ça, justement. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui se posent des questions. Oui, en effet, c'est bien d'avoir cette accessibilité par Facebook, par une page, un groupe. C'est pas comme ça que l'on vit, que ce soit toi, nous ou n'importe quelle association. On a des frais. Toi, par exemple, tu te déplaces en France. Oui, et c'est mes deniers personnels qui font que je me déplace en France. Par exemple, tu sais que tu as vu le parcours que j'ai fait pendant mes vacances là avec mon fils là. C'est-à-dire qu'on est descendu dans le sud, on a été au domaine de la Salse faire une conférence. Ensuite, on a été du côté de Toulouse faire une enquête. Ensuite, je suis parti de Toulouse. On est parti du côté de Poitiers pour voir Joël Ménard, l'ancien directeur, pour discuter avec lui de choses et d'autres. Et je suis monté à la Turballe pour te rencontrer. Et après la rencontre avec toi, nous allons devoir aller à Angers, rencontrer une association avec laquelle on travaille de temps en temps, afin de faire une relation physique entre nous, parce que parler par téléphone ou par web, c'est pas toujours évident. De plus, ce que je voulais dire, c'est que il faut attirer l'attention de tous ces gens qui ne s'abonnent pas ou qui font pas l'effort d'acheter un livre. C'est que le jour où il y aura plus d'auteurs, où il y aura plus de gens qui vont faire des enquêtes de terrain parce qu'ils ont plus les moyens de le faire, l'information, ils en auront plus du tout. Donc il y aura plus du tout d'existence de site web, de site Facebook ou quel que soit. Voilà, il y aura des informations, mais qui sont complètement bidonnées, on va dire. Ouais. Il y aura aucun moyen de contrôler ce genre d'événements ou de choses, ou de voir si les faits qui sont rapportés sont réels, puisqu'on ne pourra pas enquêter sur le terrain, puisqu'il n'y aura plus personne pour enquêter. Il n'y aura plus personne pour enquêter. Voilà. Ça se passe comment, ton réseau, à toi? Mon réseau, il y a deux types de réseaux. Il y a des gens qui font un travail extraordinaire derrière leur ordinateur, ou qui vont dans des endroits pour essayer de récupérer de l'information, récupérer des anciens témoignages, style aux archives départementales. Et j'ai quelques abonnés qui sont des vrais enquêteurs de terrain, qui viennent fouiller sur le terrain, rencontrer les témoins, qui sont habitués à le faire depuis des lustres et des lustres. J'ai quelques enquêteurs, ça fait plus de 30 ans qu'ils enquêtent sur le terrain, qui sont connus dans toute leur région et qui récupèrent énormément de témoignages. Et ça permet justement à ces enquêteurs d'expliquer aux gens qu'ils rencontrent si éventuellement ils ont vu Vénus, un avion, le lever du soleil qui est particulier ou le coucher, la lune, voilà, plein de choses comme ça, et les méprises comme on dit. Et ça permet aussi de déterminer avec le témoin que ce qu'il observe en fin de compte est quelque chose d'inconnu pour nous actuellement. Et parfois aussi, ça nous permet aussi de rassurer le témoin et pouvoir suivre le témoin et avoir une autre relation avec le témoin qu'on n'aurait pas à distance. Je vais prendre l'exemple du témoin qu'actuellement on suit à Toulouse, là, du côté de Toulouse. Ouais, là c'est un gros cas. C'est un gros cas, ouais, tout à fait, c'est un gros cas. Au départ, on avait donc une relation téléphonique qui était assez froide, donc c'était vraiment voilà, j'ai vu ça et ça, point barre, ça s'arrêtait là. Le fait de la rencontrer et de passer un grand moment avec elle toute une journée, de discuter avec elle, la rassurer sur plein de choses qui l'effrayaient. Depuis maintenant, notre relation qu'on a par téléphone, est beaucoup plus ouverte, on se tutoie, on se parle de choses, autre chose que de l'ufologie, ce qui permet de nous d'amener vers son témoignage et d'approfondir son témoignage d'une manière encore plus pointue. Et le suivi aussi. Et le suivi. Donc, dans les faits, si des personnes, tu t'ouvres à pas seulement à la France, mais aussi à l'étranger, que ce soit au Québec, au Canada, en Belgique, en Suisse, pays francophones, pays anglophones. Tout le monde peut te contacter, tout le monde peut écrire. Évidemment, sans doute si ça se tient. Mais si quelqu'un a quelque chose à raconter, a fait sa propre enquête ou a été témoin d'une observation, ils peuvent t'envoyer ça. Mais où est-ce qu'ils peuvent t'envoyer leurs observations ou leurs commentaires ou leurs demandes d'abonnement? Donc on a deux solutions, soit par la page Facebook de Lumière dans la nuit, ou soit par le site web qui est ldlnufologie.com. On a de temps en temps des gens qui nous envoient aussi leurs théories sur le phénomène. Oui. Vous êtes ouvert. Voilà, on est ouvert. Voilà. Bon, mais je te remercie beaucoup, Jean-Louis, de ta venue. Merci. Et puis, on te souhaite la meilleure des chances et de continuer. De même pour toi, pour le Miphone, Miphone France. Et puis, voilà. On est partenaires. Voilà. Puis j'adresse mon bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, la meilleure des choses, c'est de le soutenir pour que continue l'information,
continuent à circuler les enquêtes de n'importe quel groupe, parce que quand même, Lumière dans la nuit, c'est un rassembleur. Donc, peu importe la croyance, la tendance de l'ufologue, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pour le soutenir, eh bien, vous avez juste à vous abonner, puis je peux vous affirmer que vous ne serez pas déçus, parce que quand vous allez le recevoir, votre Lumière dans la nuit, vous n'aurez qu'une envie, c'est de le garder à côté de vous et puis d'aller au prochain numéro. Mais cette crainte-là, c'est plus en étant adulte que je me suis rendu compte que j'ai eu ce vague souvenir d'avoir été emportée par je ne sais pas quoi, de me retrouver dans un espace, dans un endroit un peu indéfinissable, un peu comme une soucoupe volante, et que là j'étais dans un espèce de lieu assez cylindrique avec des individus grands, avec des mouvements lents, plutôt bienveillants. L'impression d'avoir été exporté, importé dans une espèce de vaisseau. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, où le temps s'est un peu arrêté, où il y avait une source lumineuse importante, c'était blanc, et de la lenteur, hein, des mouvements lents, les individus qui ressemblent à des extraterrestres, qu'on pourrait qualifier d'extraterrestres, se déplaçaient autour de moi, comme dans une pièce médicale, hein. Et ce souvenir m'est revenu tardivement, et je me suis souvenu que j'avais cette crainte petite d'être enlevée, je regardais sous mon lit, alors que dans mes souvenirs je n'avais pas été confrontée à des films, des émissions, des livres qui auraient pu évoquer ce type de situation. Oh, je pense que je devais avoir 6-7 ans. 6-7 ans, je pense, donc dans les années 76, 77. Il y avait une culture ufologique chez Non, du tout. Moi, je viens d'un milieu ouvrier où ce genre de choses n'avait pas place, en fait. Hein. C'est des choses qui ne se parlaient pas. Même, je pense que le film E.T., qui a peut-être été un de mes premiers contacts avec... c'était plus tard. Il y avait les émissions de Grishka et Igor Bogdanov dans Temps X, mais qui m'intriguaient un peu, hein, petite, mais que je ne comprenais pas particulièrement, parce que petite, voilà. Mais je me souviens de cette crainte que j'avais et de cette impression. Alors moi, je mets ça un peu sous le compte d'un rêve. J'aurais rêvé, voilà, d'avoir traversé, d'avoir été aspiré par cette espèce de lumière blanche, par une espèce de tube qui m'aurait amené à une espèce de vaisseau où je me serais retrouvée au milieu de ces individus, comme sur une table médicale. Mais j'ai pas le sentiment d'agression, voilà. Cela dit, ça a dû quand même être une crainte, puisque je me souviens d'avoir ensuite fait de vérifier s'il y avait personne sous mon lit, si je pouvais pas être de nouveau enlevée, ou voilà. Alors moi, c'était pas le loup-garou, c'était cette impression, voilà. Mais toi, dans ta tête, t'avais le mot extraterrestre? Ah ouais, je pense que c'était une espèce de... Ouais, je pense quand même. Hein. Même petite, 76, 77, est-ce que j'avais vu ces individus représentés, par exemple, avec des grandes têtes, des grands yeux, mais que je me fasse. C'est après... Voilà, c'est ce souvenir, il a été... voilà, c'est revenu comme ça, et que j'avais cette crainte petite d'être enlevée. Alors comme ça, c'était un peu enfui, je pense. Cette terreur-là que je pouvais avoir petite. C'est revenu en discutant avec quelqu'un qui s'intéressait. Et je dis, moi, petite, j'avais peur d'être enlevée par des extraterrestres. Et d'ailleurs, il y avait... Mais j'ai mis ça vraiment sous le compte d'un rêve. D'ailleurs, toujours encore, je me dis que j'étais prolixe peut-être au niveau de l'imagination. C'est ce que j'ai dit à la personne d'ailleurs, que c'était certainement en lien avec un imaginaire. Mais en réfléchissant, en décortiquant un peu plus, je me dis, mais je n'avais pas de lecture, même si j'étais assez imaginative petite. Hein. Quel lien? Comment j'ai pu imaginer ça? Est-ce qu'il y avait une pub ou quelque chose? Voilà, non, j'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à ça. Est-ce que tu as compris qu'il y avait d'autres personnes dans ton... C'est après la personne qui m'en a parlé. Parce qu'en fait, la personne ne m'en a pas parlé tout de suite, hein, de ces phénomènes-là
qui pouvaient exister, d'enlèvement, d'adoption. Voilà. Possible que ça se soit passé, mais c'est aussi possible que ça soit un rêve. Et en tout cas, au niveau des émotions que ça suscite, là par exemple, j'ai pas d'angoisse. Ça suscite absolument pas d'angoisse. Juste ce truc-là, ce souvenir qui est revenu, quand même, avec... Voilà, quand je l'ai décrite à la personne a été troublée par mon récit. Voilà, et c'est ensuite qu'il m'a parlé davantage de ce qui pouvait arriver à des individus enlevés et tout ça. Merci beaucoup. Et puis, vous voyez, ce genre de témoignage, on en a quand même assez souvent. On ne sait pas si c'est entre rêve ou réalité que se passe l'affaire, mais elle a certainement écho dans quelque chose de plus profond. Donc, si vous aussi, vous avez ce genre d'expérience avec du contenu, avec quelque chose bien ancré dans la réalité ou la semi-réalité, eh bien n'hésitez pas à nous contacter par la page Facebook de Zone Insolite ou alors bien par la page de mufonfrance.fr. Et puis en parlant de Mufon France, eh bien on va faire un petit peu le tour du propriétaire, si on peut dire. Moi j'en ai la clé depuis quelques semaines. Et ceci est arrivé d'une façon qui demande quelques petites explications. Au mois de juillet, il y a eu un petit vent de panique au Mufon. Mufon US, puisque son directeur a été arrêté pour des faits extrêmement répréhensibles et que l'on condamne fortement. Donc on ne va pas y revenir, on ne veut pas faire de publicité à ce monsieur, certainement pas. Mais voilà. Je tiens juste à préciser que le rôle de ce personnage était directeur exécutif, c'est-à-dire à l'international. Voilà. Le Mufon dans son ensemble s'est retrouvé dans cette tourmente. Certains, dont Mufon France, a décidé, l'ex-direction de Mufon France pour être précis, a décidé de se désolidariser de Mufon en mettant la clé sous le paillasson. De mon côté, je venais de quitter le Québec et la direction de Mufon Québec et je me retrouvais depuis quelques jours en France lorsque cela est arrivé. J'ai dû prendre une décision assez vite et j'ai accepté de reprendre Mufon France parce que personnellement, je ne pouvais pas voir cette entité disparaître après tout le travail qui avait été fait, laisser les témoignages sans réponse, laisser le CMS à l'abandon et laisser toute une équipe un petit peu orpheline. Est-ce qu'on va parler de synchronicité ? Eh bien, je pense que oui, on peut parler de synchronicité. Un directeur, Hugues Noël, qui est toujours directeur de Mufon Guadeloupe, territoire français, est revenu lui aussi à reposer ses valises en France, dans le sud-ouest de la France. Et nous avons pris contact. Et nous avons décidé de relier Mufon France Hexagone avec l'ensemble des territoires ultramarins français, c'est-à-dire environ 12 territoires comme la Guadeloupe, la Martinique et plus proche du Québec, Saint-Pierre et Miquelon. Bon. Puis, Franck Despaillat, devenu depuis directeur des enquêtes, a contacté l'ensemble de cette équipe pour connaître les intentions de chacun et, à ma très grande surprise, la majorité des enquêteurs nous ont suivis. Ça, c'est une superbe surprise. Et puis est arrivé dans nos rangs Sylvain Matisse. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est auteur de 2 livres dont le 2e ouvrage vient de sortir, qui est un complément d'enquête sur les zoanides, ces objets aquatiques non identifiés, dont certaines observations ont été faites d'ailleurs au Québec. Alors c'est avec plaisir que nous l'avons accueilli dans nos rangs parce qu'on a besoin de personnes passionnées comme lui. Alors, est-ce qu'on a été bien reçus ? Eh bien, oui, on a été bien reçus et merci Mufon Canada, merci Mufon Québec avec Éric Tessier, tous mes amis. Et puis en France, par les repas ufologiques, par exemple, une grande partie des repas ufologiques, je les connais pas tous, ils sont très nombreux, mais ils nous ont apporté leur soutien par évidemment Lumière dans la nuit. Et puis plusieurs ufologues, même indépendants, vraiment, on ne pouvait pas espérer mieux pour cette nouvelle aventure, cette aventure qui continue. Alors avec tous ces outils et avec tous ces soutiens, il faut absolument que la parole se libère, il faut absolument que les témoignages arrivent. Il va falloir décomplexer l'ufologie, parler, on a besoin de vos témoignages, on est là pour ça, on est là sans jugement,
Donc, contactez-nous, que ce soit n'importe quelle association, n'importe quel groupe, mais parlez. Vous êtes témoin, vous avez vécu des choses, parlez-nous. Au retour de la pause, nous allons accueillir Éric Barouillet. Pensez-vous que l'on devient enquêteur, ufologue par hasard? Ou croyez-vous que chacun de nous a sa petite histoire cachée, plus ou moins cachée? En tout cas, c'est ce que va nous raconter Éric Barouillet, qui est un enquêteur ufologue MUF en France. Éric nous emmènera également avec lui sur des sentiers mystérieux d'une enquête particulièrement intrigante. Donc ne quittez pas l'antenne et revenez-nous après la pause que voici. Eh bien, nous revoici après cette courte pause dans le studio de Zone Insolite. Je suis Jeannie Chariot et c'est moi qui ai les clés cette semaine. J'en ai profité pour aller à la rencontre d'Éric Barouillet, qui est un enquêteur MUF en France. Aller à la rencontre, pas tout à fait, parce que nous habitons à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre et malheureusement, je ne pouvais pas le recevoir en studio. Nous avons donc enregistré cette conversation par Internet. Et la technique n'est pas toujours au point et parfois le son laisse à désirer. Mais les choses qu'Éric avait à nous raconter sur sa vie personnelle et sur ses enquêtes étaient tellement intéressantes qu'on ne pouvait certainement pas passer à côté. Bonsoir Éric. Bonsoir, Bonsoir Jenny. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je t'en prie. Toi, tu es enquêteur MUF en France. Tu as rejoint la nouvelle équipe. Parfait. Tu es rentré dans cette équipe parce que tu avais besoin de répondre un peu. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il t'est arrivé quelque chose, toi. J'ai rencontré le phénomène OVNI à 3 reprises dans ma vie. Dans la première, j'étais très jeune, en compagnie de ma sœur. J'avais 13 ans, elle avait 12 ans, et on a pu apercevoir un OVNI, ce qu'on appelle un OVNI très lumineux, au-dessus de notre maison familiale dans le Gers, dans le département du Gers, un soir d'hiver, voilà, vers 18h, et on a été fascinés. Enfin, moi, en tout cas, j'étais fasciné par ce que je voyais. Et ma sœur, elle, par contre, sur le moment, oui, mais après, avec le recul, elle a très peu de souvenirs, voire pas du tout de ce soir-là. Tu avais le mot OVNI dans ta tête? Tu connaissais ça un peu? Oui, mais il s'avère qu'en fait, j'ai toujours été passionné par tout ce qui vole en général, par l'aéronautique, hélicoptère, avion de chasse, surtout avion de chasse. Et en parallèle, je commençais à m'intéresser un peu vie extraterrestre, civilisation possible. Et le hasard fait que quelques mois avant de faire la première observation avec ma sœur, on m'avait offert un bouquin d'un ufologue américain. Mais ça a été vraiment une coïncidence incroyable. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a fait que je désirais peut-être faire une observation? En tout cas, le hasard a fait que ça s'est fait. Et même pour la petite anecdote, j'avais un petit appareil photo pour l'envoyer instantané. Ouais. Et quand on a vu cet objet lumineux là, au-dessus de la maison, à peu près à 600-800 mètres à peu près, stationnaire, j'ai voulu le prendre en photo avec mon Polaroid et on aurait dit que c'était fait exprès. Dès que l'objet a commencé à partir, se déplacer, puis voilà, peut-être à une ou deux secondes, ça a été fini. Le soir, on a parlé à nos parents, bien sûr, et un hélicoptère, mais qu'on n'avait pas fait attention au bruit, on en est resté là. Confiance de nos parents. Toi, tu le décrirais comment maintenant, ce que tu as vu? Soit un disque, soit plutôt un cigare, parce que je me rappelle, c'était plutôt allongé, très allongé, que l'épaisseur était moindre, bien moindre. On va dire un quart en épaisseur et 3 quarts de la longueur. Donc plutôt en forme de cigare. C'était au-dessus de ta maison? Oui, à l'aplomb, enfin pas à l'aplomb en direct, pas au zénith, mais on leur a dit que ça voulait se montrer. Ça voulait se montrer à nous. C'est assez bizarre comme observation. Bon, bien sûr, après, en grandissant, on rationalise les choses. Rien du tout, on a peut-être rêvé ou une illusion. Voilà. Je rationalisais vachement tout ça après, par la suite. Et pour moi, ça avait beaucoup moins d'importance après. En grandissant, on va dire.
Il y a aussi quelque chose quand même de spécial, c'est que on t'a offert un livre ufologique. Oui, tout à fait. Tout à fait. À 12 ans et demi à peu près. À 12 ans et demi. Oui, parce que je me rappelle bien, c'était pour ma communion. Oh mon Dieu, oui. Communion, et j'étais surpris d'ailleurs, parce que c'est les voisins qui m'ont offert ça. Donc le pourquoi des choses, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Non. Est-ce que j'en parlais beaucoup? Est-ce que je parlais de ça à l'époque? Ma mère aurait pu me dire, mais malheureusement, elle est plus tard. Par contre, je n'ai aucun souvenir. Le pourquoi des choses, je ne sais pas. Ouais, donc à l'âge de 12 ans et demi pour ta communion qu'on appelle solennelle, hein, c'est ça? Ouais. Ta communion solennelle, tes voisins t'offrent un livre ufologique d'un ufologue américain. Ouais, c'est ça. Et 2 ans après, tu vois un cigare au-dessus de chez toi. Même pas 2 ans, Même pas 2 ans. on va dire moins de 6 mois après. Moins de 6 mois après. Ah oui, moins de 6 mois après. Parce que la communion était en juin et si tu veux, l'observation était l'hiver suivant, quoi, au mois de janvier, février. Ouais, c'est assez troublant ton histoire quand même. Ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien de la surprise que j'ai eue en ayant ce bouquin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont acheté? Qu'est-ce que c'est que ça, oui? Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Et je me rappelle du titre maintenant, c'était OVNI, affaire sérieuse. Je me rappelle très bien du titre. D'ailleurs, j'étais vraiment interloqué par ce cadeau. Oui. Et tu vois, ça, Jenny, je me suis rappelé là, aujourd'hui. Ah, tiens. Je te dirais, je vais le retrouver. Je vais chercher ce soir, je t'enverrai. C'est sûr, je vais garder parce que c'est un cadeau. Tout ce qui est ufologie, j'ai tout gardé. Donc, alors, il y a eu cet épisode, enfin, ces 2 épisodes, parce que je pense que le fait qu'on t'offre un livre si sérieux ufologique, c'était quand même quelque chose, un signe, je sais pas. Et puis cette observation, et que tu es avec ta sœur, elle veut plus en parler. Bon, ça c'est des choses que l'on rencontre assez souvent. Et puis il s'est passé du temps avant qu'il se passe autre chose. Oui, tout à fait, mais c'est passé 35 ans. 35 ans. Oui, 35 ans, jusqu'à mes 50 ans. Non, je suivais comme ça, le coin de l'œil, ce qui avait trait à l'ufologie. Mais pour moi, ça prenait un aspect secondaire. Je cherchais plutôt à faire ma vie. Et puis, arrivé à 50 ans, j'ai fait des rêves. J'ai commencé à faire des rêves ufologiques. C'était constant. C'était soit je me voyais en train de voler, soit je voyais des appareils lumineux dans le ciel, une armada de vaisseaux. Voilà, je me voyais survoler des convois militaires, une explosion atomique. Voilà, je sais pas, j'avais ça qui me venait sans arrêt, qui me poussait. Je sentais qu'il y avait des choses qui poussaient. Wow. C'est assez spécial. Les convois militaires que tu survolais comme ça, est-ce que tu les voyais? Tu voyais Oui, je les voyais. Je voyais des barrages militaires. Je les survolais, comme si j'étais sorti de mon corps. Je volais avec une sorte de corps secondaire, corps d'énergie. Et je m'approchais d'eux, ils ne me voyaient pas. Et je vérifiais dans les camions, sous les bâches, qu'est-ce qu'ils portaient. Et c'était des personnes qui mettaient à l'abri. Il y avait eu une explosion nucléaire et c'était pour protéger la population. Oh, c'est tout un scénario, ton affaire. Ouais, non, mais j'en ai fait des rêves. Est-ce que tu as essayé d'aller plus loin par la suite? Oui, parce que j'avais l'impression de devenir fou. Par contre, je me suis aperçu que j'avais développé aussi une protection pour les animaux, tout ce qui était attrait à la nature. C'était même pour ma famille proche, c'était même très dur parce qu'il ne fallait pas toucher une araignée. Alors c'était, voilà, il fallait toucher à rien. Est-ce que tu es devenu végétarien? Non, pas du tout. Non, quand même pas. Pas du tout, mais par contre, pour moi les animaux, voilà. On les respecte. On les respecte. Et ensuite, qu'est-ce que s'est-il passé? Et donc après, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, c'est pas possible de faire de tels rêves. Je suis tombé sur les bouquins de Dolores Cannon, qui pratiquait l'hypnose régressive. Et j'ai voulu faire une régression formée à l'américaine. Oui, d'accord. Est-ce que ça fonctionnait? Oui, ça a fonctionné, mais mon mental faisait barrage sans arrêt, puis c'est de l'imaginaire en fait. Mais j'ai fait une rencontre, classique, on va dire, avec des êtres qui me redonnaient de l'énergie. Une vie aussi, une vie d'une autre incarnation. J'étais un dauphin métamorphe. Et ça m'a parlé davantage. Être un dauphin. Oui, un dauphin. Et pourquoi tu dis dauphin métamorphe? Dauphin métamorphe parce que je pouvais prendre n'importe quelle apparence grâce à l'énergie. D'accord. Je pouvais prendre l'apparence pour ne pas effrayer les gens. Je pouvais me métamorphoser en humain si je souhaitais. Voilà, c'était très
très bizarre. Toujours la même régression, ça? Oui, c'était la même régression. Ouais. Okay. D'abord, ça a été le contact avec les entités. Oui. Puis après, je me suis vu dans un océan. Voilà, une espèce de dauphin très avancé, très intelligent. Bon, ça flatte un peu l'ego, mais bon, voilà, je n'avais pas pris. Moi, j'ai fait cette régression, mais je ne l'ai pas vraiment tenu qu'à. Mais après, il y a eu plein de choses qui sont passées avec les dauphins. Tu te sens proche d'eux? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as envie? C'est très bizarre. Bah oui, c'est bizarre, mais on nage en pleine bizarrerie. Donc, oui, on s'excuse auprès des auditeurs parce que le son peut paraître parfois un petit peu faible. C'est parce que on parle par messenger interposé, parce qu'on habite quand même assez loin l'un de l'autre. Donc tout ça, ça fait que tu t'es intéressé de plus en plus à l'ufologie, puis qu'à un moment donné, tu as cherché une structure pour comprendre un petit peu ce qui se passait et pour enquêter. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Tu es rentré au MUFON il y a combien de temps? C'était fin 2018. Fin 2018. Je crois savoir qu'en très peu de temps, tu as rencontré des gens qui avaient des choses très intéressantes à dire. Tout à fait. Et donc, une de mes dernières enquêtes, il s'agissait de l'observation de 2 humanoïdes dans sa chambre, ainsi qu'une rencontre classique, on va dire, en ufologie, mais très intéressante. C'était vraiment très bien. C'est une personne vraiment équilibrée et d'un certain âge, qui n'avait jamais eu ce genre d'expérience, qui a beaucoup troublé, qui a vraiment bien travaillé, on a bien travaillé ensemble, on s'est rencontrés plusieurs fois et on a bien avancé sur l'enquête et on a essayé d'approfondir au maximum. Donc je répète au cas où on n'aurait pas bien compris parce que le son est pas toujours bon. Tu as rencontré dans tes premières enquêtes, tu as rencontré une première personne qui n'avait aucun lien, qui avait jamais eu de phénomène UFO dans sa vie et qui a un certain âge, équilibré, etc., à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, passé, je sais pas, 50, 55, plus que ça même, hein. Oui, 58 ans. Oui. 58 ans, oui. 58 ans à la retraite, il a passé 35 ans dans le service. Quelqu'un qui vit seul avec ses 2 chats, très équilibré, qui a une, si on peut dire, banale, comme une nuit avec 2 entités. Donc tu dis quoi? Il a été chauffeur? Chauffeur routier. Chauffeur routier, ah oui, chauffeur routier, d'accord. Chauffeur routier, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Il avait l'habitude de se lever la nuit, 3h du matin, et cette nuit-là, on se réveillant comme d'habitude, et se retrouvait face à 2 personnages au pied de son lit. En pensant que c'était des cambrioleurs, voilà, il s'est mis à crier, l'état de stress a grandi et pensait qu'il venait lui faire la peau. En fait. Lui, il a pensé, la première chose à laquelle il a pensé, c'est 2 cambrioleurs. Donc, je reprends un peu où Eric nous emmène parce que le son n'est vraiment pas terrible. Donc, ce brave homme, il est couché dans son lit et il y a des fenêtres qui sont ouvertes sur ses champs. Et il est réveillé en pleine nuit avec 2 entités au pied de son lit. Il pense pas en entité dans un premier temps, mais il pense que ce sont 2 cambrioleurs qui se sont faufilés par ces fenêtres-là. Parce qu'ils avaient réussi à se faufiler là et qu'ils venaient lui faire la peau. Tu vois ces 2 entités, enfin 2 personnes, 2 personnages au pied de ton lit, tu penses pas à des extraterrestres normalement. Non, oui, tu peux penser à des cambrioleurs ou quelqu'un qui... Oui, en effet. Et en fait... Oui, il était dans un état de stress maximal, il nous disait, et puis un état d'anxiété extrême. Il a entendu dans sa tête, calmez-vous, vous n'avez rien à craindre. Alors là, ça l'a tellement surpris que, littéralement, il s'est calmé dessus. C'est ça qui l'a surpris, en fait, hein, parce que cet état de stress, il est devenu très très calme, pratiquement secours. Il s'est laissé glisser doucement dans son lit, et il a continué à observer ces 2 entités pendant à peu près 10 minutes. 10 minutes? Ouais, 10 minutes, ouais. Enfin, c'était 2 entités différentes, une était plus grande que l'autre. La plus grande faisait à peu près 1m85-90 et la seconde 1m50, 1m55. Et le message, par contre, il nous qualifie, lui, de télépathique. Et ça semblait venir du plus grand. Et est-ce que tu as réussi à savoir quel type d'entité il s'agissait? Alors, paradoxalement, il n'avait pas distingué ni la tête, ni le bas des jambes. Il voyait des corps humanoïdes bien proportionnés, mais il semblait voir une sorte de combinaison légèrement fluorescente, sans ceinture,
Mais c'est tout, quoi. Il n'a pas pu distinguer davantage. Dans la pénombre, c'était assez surprenant. Il s'est calmé, c'est pas évanoui, hein, il s'est juste... Non, il s'est calmé, justement, il faisait des efforts pour ne pas s'endormir. Parce qu'il avait tendance à vouloir s'endormir. D'accord. Au moment où le plus grand a pris une sorte de baguette, il a touché au pied gauche. Et là, il s'est senti envahir par une sorte d'électricité, de chaleur qui remontait jusqu'à son cœur, parce qu'il m'est jusqu'à son cœur, il pensait qu'il allait mourir en fait. Ouais. Et il s'est endormi. Jusqu'au lendemain matin. Est-ce que toi, tu relayerais ça à une sorte de taser? Ouais, peut-être une sorte de taser, mais moins violent quand même. Je pense parce que la sensation d'électricité, elle était quand même, elle était présente, mais elle était quand même bien atténuée par rapport à un taser. Wow. Donc il s'est évanoui. Il s'est endormi complètement. Et c'est le lendemain matin, en déjeunant tout seul, et en lisant sur le journal, que ses souvenirs de façon consciente sont réapparus. Souvenirs de la nuit, et de la rencontre avec 2 entités, et du rêve aussi qu'il a fait la même nuit. Tout ça lui sont revenus en peu de temps, quoi, le matin en prenant son café. Ouais, ça le réveille. Voilà, le réveil, donc, ça le réveille. Ça. Donc, par contre, il n'arrivait plus à mouvoir sa jambe gauche, ouais. Là où l'entité l'avait touché, sous la plante du pied. Et impossible pour lui de retourner son pied pour l'observer. C'est que le surlendemain, il a pu marcher normalement sa jambe gauche. Constatant par la même occasion l'absence de toute trace laissée par la fameuse baguette utilisée par notre pied. On espère que Jérôme Jégou va nous écouter, parce que c'est un témoin français qu'on espère avoir au micro et à qui il est arrivé quelque chose d'assez similaire. Donc ça serait vraiment bien que les 2 témoignages se rejoignent. Par contre, ce qu'il m'a signalé, c'est que par la suite, il a eu très peur de s'endormir le soir, d'aller se coucher chez lui. Ouais. Il avait des angoisses, des peurs, qui ont duré pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que ça me mise plus doucement, tranquillement. Bon, il avait un peu honte parce qu'il me disait en tant qu'homme, je ne devrais pas reprendre, mais n'empêche, je n'étais pas rassuré. Ouais, ça arrivait à d'autres. Hein. Ah oui, donc, quand même une histoire assez particulière, parce que lui, il a rien d'autre dans sa vie où il s'en souvient plus que c'est. Si, il a eu. Ah, si, quand même. Voilà, il m'a signalé justement, ça lui est revenu après, que 4 ou 5 jours avant cette rencontre, il avait remarqué sur sa main 3 points similaires, parfaitement similaires, rouges, de 7 à 8 mm à peu près, parfaitement cylindriques. Ça l'avait surpris, cette trace, ça l'avait surpris. Et ça avait disparu. Est-ce que ces traces étaient linéaires ou en triangle? Tu sais pas. Non, par contre, c'était linéaire. C'était linéaire. Complètement linéaire. Ok. Et tu as toujours des contacts avec ce monsieur? Oui, on a décidé de rester en contact. Voilà, s'il y avait autre chose qui lui revenait, qui pouvait me contacter, et puis même s'il voulait parler avec moi, il n'y a pas de souci. Ouais. Continuer à en parler, parce que justement, pour lui, il était très difficile d'en parler à ses amis ou à sa famille. Il avait tenté à plusieurs reprises, mais il n'avait pas d'écho. Il ne sentait pas que les gens étaient réceptifs, même si ça faisait peur, donc il a laissé tomber. Et il se passe beaucoup de choses comme ça dans sa région, oui. Dans sa région, autour de lui, il n'y a que lui. Il nous connaît. Ouais. Et toi, tu as eu d'autres, même si tu es un jeune enquêteur, est-ce que tu as eu d'autres... on va pas tout dévoiler aujourd'hui, hein, on va s'en garder, mais est-ce que tu as eu des choses aussi particulières? Dans les enquêtes? Oui. Dans les enquêtes, oui, je suis en relation avec une autre personne. Lui a fait 3 observations dans sa vie, et le dernier, c'est une observation justement d'un cigare lumineux. D'accord. Mais lui, c'était un lapin, et je pense qu'il y a autre chose derrière. Un souvenir comme ça, il se rappelait de plein de choses. Et l'enquête continue sur son cours. Je pense que là, on a quelque chose d'assez extraordinaire. Donc,
Tu confirmes, il se passe des choses en France? Toujours? Ah oui, complètement. Toujours. Complètement. Ah oui, toujours. Bon. Non, le MIFON maintenant est bien reconnu, commence à être bien reconnu. Et les gens osent prendre contact et osent nous raconter ce qui leur arrive. Ouais, faut pas qu'ils aient peur. Hein. On n'est pas là pour Voilà, c'est ça. on n'est pas là pour les juger, on est là pour les écouter. Tout à fait. Et puis rassembler, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de relier les faits les uns les autres. Les choses comme ce monsieur avec la baguette, bon, il y en a eu, je sais pas moi, il y a 2, 3 comme ça, enfin 2 c'est sûr, mais un autre témoignage comme ça avec cette baguette, c'est quand même spécial, quoi, une baguette, voyons. C'est genre... on en entend parler assez régulièrement. Mais oui, ou des fois baguette, ou dans les temps un petit peu, enfin plus anciens, dans les années 75, ou même avant, on parlait d'un boîtier sur la poitrine, enfin bon, c'était assez spécial. Est-ce qu'il a remarqué autre chose sur lui? Oui, ce monsieur souffrait aussi, il avait des pathologies, des douleurs liées à des problèmes d'acidité. Il suivait un petit traitement médicamenteux, mais c'est un réel soulagement. Il a constaté la disparition de ses douleurs chroniques pendant les 10-12 mois suivant son expérience, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Bon. Et depuis, par contre, il se voit confronté à la gêne quotidienne créée par des acouphènes. Ah ça, les acouphènes, oui. On va pas tout mettre sur le dos de l'UFO, mais oui. Bien sûr. Mais c'est vrai que... Bon, on en parle aussi. Souvent, les acouphènes, oui. Cette pathologie. Bon, c'était très intéressant tout ça. Très intéressant. Ton histoire, l'histoire de ce monsieur et ton histoire aussi, est quand même à creuser. Est-ce que tu as envie de continuer vers l'hypnose? En ce qui te concerne, est-ce que tu as envie de continuer vers l'hypnose, la régression? Oui, je pense que j'essaierai une deuxième fois. Oui. J'essaierai une deuxième fois pour creuser un peu plus. Ouais. Tout à fait. Avec toutes les réserves qu'on fait sur l'hypnose, évidemment, hein, on va pas voir n'importe qui et comme nous, on n'est pas censé, disons que c'est pas qu'on n'est pas censé, c'est qu'on n'a pas les compétences. Les compétences, oui, il y en a les compétences. On peut quand même guider, hein. Bien sûr. On peut quand même guider les personnes. Je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour nous parler. C'est avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, nous, on continue ensemble, hein, on continue avec toute l'équipe. On travaille tous. Ouais. Une bonne équipe, hein? Oui, on est une bonne équipe, je suis fier. Très fier, ouais. Et puis, nous, on se dit à très bientôt, hein? À très bientôt, Jenny, avec grand plaisir. Merci, Eric. À bientôt. Bon, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce sont 2 histoires absolument fabuleuses. Celle d'Eric qui mériterait certainement d'être creusée, c'est quelque chose qu'on va certainement faire. Et je voulais aussi vous dire que le livre qu'Eric a reçu à sa communion solennelle est le livre connu de Soucoupe volante, affaires sérieuses de Frank Edwards. Donc c'est quand même quelque chose d'assez spécial de recevoir ça à 12 ans lors de sa communion de la part de ses voisins. Bon, comme il dit, peut-être que à l'époque il était intéressé et puis qu'il a oublié qu'il était intéressé. Ici, avec l'histoire d'Eric, on va nettement plus loin puisqu'il a vu un objet à la plante de sa maison lorsqu'il était adolescent. Il était avec sa sœur l'a aussi vu, ne l'a jamais démenti, mais n'a jamais voulu en parler. Ensuite, on fait un bond jusqu'à l'âge de 50 ans, où il a fait ses rêves absolument étranges et communs à d'autres, où en particulier il survole des convois militaires et va même jusqu'à soulever des bâches pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça fait écho chez vous? Puis, fatigué, il commençait à être anxieux et fatigué de ses rêves qui revenaient, donc il a décidé de faire une régression.
dont les images ont été pour lui difficiles à admettre jusqu'à cet épisode où il se voit dans une autre vie en dauphin métamorphe, où il peut se transformer en homme, venir surveiller les faits et gestes des hommes, et où il dit être très, très intelligent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez discuter avec Eric, eh bien, vous le ferez sur la page de Zone Insolite et on sera très très heureux de vous lire et de vous répondre. C'est vraiment intéressant d'écouter des enquêteurs sur ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et puis, ce sont les meilleurs enquêteurs parce qu'ils savent écouter, ils savent aussi faire la part des choses. Hein. Ça, c'est leur premier devoir. Mais ils savent aussi écouter. Et vous savez maintenant que l'on peut vous écouter sans que vous ayez à craindre d'être ridiculisé, comme c'est encore beaucoup, beaucoup trop le cas sur les médias, on va dire. Allez, on bazarde, oui, sur les médias. La semaine prochaine, nous recevrons un nouvel enquêteur de MUFON France. Comme ça, vous allez faire partie un petit peu de notre belle famille. Au retour de la pause, pour cette deuxième partie d'émission, nous allons accueillir cette fois-ci en studio l'auteur de nombreux ouvrages, qui est aussi conférencier, qui revient de 2 enquêtes sur le terrain, qui est aussi sur Nurea TV et surtout sur sa propre chaîne, et dont le nom est Lionel Camille, et qui va nous dévoiler certains secrets de disparitions mystérieuses. Ne quittez pas, à tout de suite. Il est auteur, conférencier, youtubeur. Lionel Camille est devenu en quelques années le spécialiste francophone des disparitions mystérieuses. Des disparitions mystérieuses, oui, mais jusqu'à quel point? C'est ce qu'il va nous dévoiler aujourd'hui. Bonjour Lionel, merci d'avoir accepté l'invitation de Zone Insolite. Tu as une spécialité, c'est laquelle? Depuis 2016, j'ai sorti une série de livres sur des histoires vraies, des affaires de disparition mystérieuses. Voilà, donc j'ai écrit 5 livres sur le sujet à l'heure actuelle, et c'est vrai que c'est un peu ma spécialité. Ouais. Donc toi, tu enquêtes ? Effectivement, alors le grand principe donc de mes livres et aussi de mes émissions, parce que je fais aussi des vidéos sur YouTube, j'en ai fait sur Nurea TV et maintenant j'en fais aussi sur ma chaîne personnelle Lionel Camille Disparu. Le principe, c'est qu'en souvent je présente d'abord les faits et ensuite il y a une partie commentaire et analyse, et dans la partie commentaire et analyse, je présente différentes théories possibles. Donc effectivement, il y a quand même une partie enquête. Et là, tu reviens d'un périple, je crois. Exactement. Cet été, donc pour la première fois, je suis allé sur le terrain pour aller enquêter sur une série de disparitions inexpliquées dans les Hautes-Alpes, donc dans le sud-est de la France. Et c'était vraiment passionnant. Je suis vraiment allé sur place, j'ai interrogé des témoins, je suis allé aussi sur les lieux. On a reconstitué l'itinéraire d'une des randonneuses disparues, parce qu'il s'agissait d'une randonneuse notamment, et on a même essayé de retrouver les lieux où elle a potentiellement pu disparaître, parce que on a tendance à penser qu'elle a eu un accident. Donc on est allé sur place. Et c'était vraiment assez physique, mais en tout cas c'était passionnant et c'était vraiment très enrichissant. Est-ce que tu as apporté de nouveaux éléments à cette enquête ? On va... Sans dévoiler, évidemment. Disons que l'objectif premier, c'est déjà, c'est un peu aussi mon travail, c'est ça, c'est parler de ces personnes disparues pour ne pas les oublier. J'essaie souvent de retracer l'histoire de ces personnes. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire pour les 2 affaires que j'ai étudiées là. Reconstituer les faits au mieux. Je travaille souvent à partir d'articles de presse. Là, j'ai pu aussi interviewer des personnes qui interviennent aussi dans ce domaine, les bénévoles d'une association qui s'appelle l'association de recherche des personnes disparues. Ce sont des anciens gendarmes, des anciens avocats aussi, tu vois, qui travaillent bénévolement sur des dossiers comme ça, qui sont tombés un peu dans l'oubli, parce que c'est ça le gros drame des personnes disparues, c'est que souvent, on parle d'elles au moment des faits, lors de la période des recherches, pendant quelques jours, quelques semaines, et ensuite c'est terminé. Et les familles se retrouvent seules avec leurs angoisses, leurs questions. Et souvent, malheureusement, les médias ne font pas de suivi des informations. Il y a juste un article et puis après c'est terminé, quoi. On ne sait même pas
ce que sont devenues ces personnes. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. Il y a un travail évidemment d'enquête. Il est question de parler d'affaires mystérieuses évidemment, mais il y a aussi l'objectif, c'est aussi d'honorer un peu la mémoire de toutes ces personnes, de ne pas les oublier. Et puis peut-être, voilà, j'ai pas la prétention de résoudre les affaires, mais bon, si je peux déjà reparler de ces affaires, relancer un intérêt aussi pour toutes ces affaires, ça peut aussi susciter de nouvelles pistes. Parce que là, dans les affaires que j'ai étudiées dans les Hautes-Alpes, là, en fait, c'est dans la forêt de Boscodon. Voilà, tu vois, je te donne l'info. Les dossiers ne sont pas tous fermés. Il y a plusieurs pistes potentielles et il n'est pas impossible que certaines de ces affaires soient résolues un jour. D'accord. Ouais. Donc est-ce que tu travailles avec la gendarmerie ou des autorités? Parce que tu as affaire à eux? Là, je n'ai pas eu affaire à eux. Par contre, j'ai eu des informations provenant de sources assez proches de l'enquête. Voilà. J'ai pas eu affaire à eux parce que je souhaitais pas les déranger aussi. Ce sont les forces de l'ordre ont beaucoup de travail souvent. Et puis il y a aussi ça m'est déjà arrivé aussi dans le passé de demander des informations et on m'a renvoyé vers le parquet en fait. En gros, procureur de la République. Et c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et puis j'ai jamais obtenu les informations. Donc voilà, moi je préfère faire des recherches par moi-même. J'interviens aussi en parallèle des enquêtes officielles parce qu'il faut savoir qu'il y a le secret de l'instruction aussi, si tu veux. On peut pas donner toutes les infos. Mais bon, moi, je travaille à partir d'informations que je trouve dans la presse, à partir de sources ouvertes. J'apporte aussi mes propres théories. J'aide à faire, au moins à faire connaître ces affaires et puis ne pas les oublier. Et puis voilà, si ça peut relancer un intérêt et puis aussi forcer aussi les autorités à se bouger aussi, entre guillemets. C'est ce que j'ai fait récemment dans une affaire de disparition dans le sud de la France, au Gros-du-Roi. Une femme et sa mère qui ont disparu à bord d'un jet ski au large. On n'a jamais retrouvé les corps, on n'a jamais retrouvé les scooters. Et ce que j'ai fait récemment, à la demande des familles, parce que la famille est complètement désespérée. La fille Violette m'avait contacté sur Facebook pour que je parle de sa disparition. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale. Ils appartiennent à la communauté des gens du voyage. Ils se sentent vraiment seuls, quoi. Ils sont là, ils sont vraiment désespérés. Ils se sentent lâchés par les autorités, en fait. Ils estiment que les gendarmes, ne font pas les choses comme il faut. Que l'enquête n'avance pas, ils n'ont pas d'informations sur l'avancée de l'enquête. Donc moi récemment, ce que j'ai fait sur Twitter, j'ai mis un message pour demander au procureur de la République de savoir où en était l'enquête. Voilà. Ah oui. Et j'ai pas eu de réponse, bien entendu. J'ai fait ça exceptionnellement, mais... Ah, parce que là, c'est la première fois qu'une famille te contacte? Là, ça a été, oui, c'est là sur Facebook. Ça arrive maintenant. J'ai pas pu refuser parce que c'est vrai qu'elle était vraiment... désespérée, cette jeune femme, et puis le problème, si tu veux, c'est que c'est la communauté des gens du voyage, et en fait, ils veulent pas faire justice eux-mêmes, si tu veux, ils veulent attendre que la justice fasse son travail, mais ça c'est délicat, si tu veux. C'est pour ça que c'est une affaire qui est assez complexe. Bon, moi j'ai fait ce que j'estime le minimum, quoi, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je ne peux pas faire plus. C'est à la justice d'avancer. Je ne suis pas enquêteur privé, je ne suis pas avocat, je n'ai pas les armes juridiques pour résoudre ces affaires. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je parle de ces affaires, j'avance des théories aussi, et puis j'ai mes convictions, mais bon, je peux pas non plus tout dire. On peut pas lancer des accusations comme ça sans preuve. Après, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que je fais confiance aussi aux gens. Si tu veux, je mise un peu sur l'intelligence des gens aussi pour se faire leur propre avis, et puis pour comprendre aussi, quand j'ai des soupçons vis-à-vis de quelqu'un, je peux pas le dire de façon ouverte, publique, mais bon. Je pense que les gens, s'ils font preuve de bon sens, en viennent eux-mêmes aux conclusions, si tu veux. Oui, oui, évidemment, tu ne peux pas porter des accusations sur personnes proches du disparu. Donc oui, toi, parfois, tu peux avoir de sérieux doutes sur l'issue de la disparition, mais tu peux accuser personne, ça doit être difficile à gérer, ça. Oui, effectivement, en fait, c'est un peu un travail d'équilibriste, parce que je dois faire attention à ce que je dis, faut que je donne les informations, faut pas que j'aille trop loin non plus, tu vois, faut trouver les bonnes limites. En fait, moi, ce qui me sauve quand même, c'est que je me base souvent sur les articles de presse. Donc j'ai le droit de répéter ce qui est sorti dans la presse. Exactement. Mais le problème qui se pose maintenant aussi, c'est la gestion des commentaires, tu vois, sur les gens qui font des commentaires sur les vidéos. Et ça y va, hein? Ah ouais. Je peux pas les laisser certains dire tout et n'importe quoi, et je me suis un peu fâché il y a quelques mois parce que voilà, il y a des gens qui lançaient des accusations sur des personnes comme ça sans preuve. Moi, je vais pas laisser les gens salir la mémoire de personnes qui sont même plus là pour se défendre en plus, premièrement, et puis deuxièmement aussi, j'ai pas envie de m'exposer à un risque de diffamation non plus, tu vois. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je fais ça déjà, tu vois, bénévolement. Bénévolement, ouais. Et je fais pas ça pour m'attirer des ennuis, quoi. Je veux dire.
Les ennuis peuvent déjà venir facilement d'eux-mêmes. Ça sert à rien de créer ce genre de situation. Mais bon. Et là, ce que tu as été faire, ton périple, c'était dans le sud, hein, c'est ça? Ouais, sud-est de la France, ouais. De quelle manière tu vas nous raconter ça? Ça sera d'abord une vidéo. Ouais. Je travaille dessus en ce moment. Il y a énormément de travail de montage parce que j'ai filmé sur place, j'ai fait des enregistrements audio, j'ai pris des photos. Donc je vais faire en fait une grosse vidéo, là, je pense, sur YouTube, et puis ensuite j'en parlerai dans un livre aussi. Et donc là, c'est un gros morceau, ça me demande énormément de montage. Je suis parti aussi enquêter aussi dans le Jura cet été, sur un autre sujet. Mais il y en a combien de disparitions comme ça en France? Ben, on s'arrête à la France pour l'instant. Des disparitions, il y en a beaucoup, énormément. Entre 40 000 et 50 000 par an. 40 000, 50 000. Et encore, c'est une fourchette un peu basse. Et il y a 10 000 qui restent inquiétantes. 10 000 qui restent inquiétantes. Non, alors 10 000 inquiétantes, ça veut dire non résolues, à peu près? Ouais, c'est ça. Hein? Des personnes dont on ignore la localisation exacte, en fait. Et dans ces 10 000, la moyenne d'âge, est-ce que tu as des comptes là-dessus? Il y a tous les âges, en fait. Il y a tous les âges. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... c'est dur de trouver des chiffres fiables. On entend tout et son contraire, en fait, même sur les disparitions d'enfants. Oui, bien sûr. Il y a possiblement plus de disparitions d'enfants qu'on veut nous le dire, apparemment. Parce qu'il faut savoir que là, tout adulte a le droit de disparaître. Tout adulte majeur ayant ses pleines capacités mentales, on va dire. Dès qu'il y a une disparition de mineur, là, c'est d'office inquiétant, en fait. Mais après, dans le tas, attention, il y a plein de cas de figure. Il y a des enlèvements parentaux, il y a des fugues. La plupart, je pense, ce sont des enlèvements parentaux, oui. C'est pas parce qu'une disparition est mystérieuse qu'il y a forcément crime derrière. Faut pas tomber là-dedans non plus. Mais il faut pas se voler la face non plus. Il y a certainement des crimes qui sont commis. Je veux dire, les crimes parfaits, ça existe. Oui. On n'a juste pas la preuve qu'ils ont été commis. Mais bon, s'il n'y a pas de corps, pas de crime. Donc la France n'est pas épargnée comme les autres pays du monde. Il y a des disparitions partout dans le monde. Et dans le monde? Partout. On parle des États-Unis où c'est quelque chose. C'est des chiffres complètement effrayants. Je ne les ai plus en tête, les chiffres. 900 000 disparitions chaque année, en moyenne aux États-Unis. Alors attention, sur ce 900 000-là, on comptabilise tout. Tous les appels au 911, là-bas. D'accord. Une disparition de quelques heures, tu vois. Dès que quelqu'un, mon enfant n'est pas rentré de l'école, il a 2 heures de retard, voilà, tout ça c'est comptabilisé en disparition. D'accord. Mais il faut savoir que sur ces 900 000, il y a 90 000 disparitions pareilles. En fait, il y a 90 000 personnes qui sont en dessous du radar chaque année, aux États-Unis aussi. 90 000, c'est vrai que c'est énorme, mais bon, c'est une population de, si je dis pas de bêtises, il y a combien? 200. Combien de millions d'habitants? Il y a 400 millions, quelque chose comme ça. Ouais, il y a 400 millions. Ouais. Donc c'est peanuts, mais bon. Le problème, c'est que ce sont des statistiques, mais quand ça concerne l'un de vos proches, quand c'est votre frère, votre sœur, votre enfant, ça n'est plus une statistique. Là, c'est un drame humain terrible. Et toi, tu rencontres ces familles. Elles sont dans quel état psychologique? Mais peut-être même des années après la disparition. On peut jamais s'en remettre. Alors moi, attention, je ne rencontre pas tant de familles que ça. Depuis, j'ai commencé à écrire sur le sujet en 2016. Et là, c'est vraiment cette année, depuis environ 1 an, effectivement, là, j'étais en contact avec des familles de disparus. Je pense notamment à l'affaire Tiffaine Véron. J'ai fait une grosse vidéo là-dessus sur YouTube avec son frère Damien. J'ai fait une vidéo récemment sur l'affaire Laetitia Xuba. Donc là, j'ai été en contact avec sa sœur, Christelle. J'ai fait une vidéo, pareil, sur la disparition de Mike et puis Joséphine Demeter, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, j'étais en contact avec sa fille Violette. Donc je suis pas toujours en contact avec les familles. Mais effectivement, dans ce cas-là, je m'investis à 300%, parce que c'est vrai que déjà j'aime bien le travail bien fait déjà à la base. Je suis un petit peu, pointilleux. Je suis un peu pointilleux, un peu perfectionniste entre guillemets. Perfectionniste. C'est un peu un défaut d'ailleurs. Mais quand c'est avec les familles là, je me mets encore plus de pression parce que c'est la moindre des choses de faire ça bien. Est-ce que tu as travaillé sur des enquêtes sur des disparitions au Québec ou au Canada? J'ai étudié plusieurs affaires dans mes bouquins là-dessus, sur des disparitions au Canada. Alors pas forcément dans la province du Québec, mais dans d'autres provinces.
dans l'Ontario, mais effectivement, il y a des disparitions là-bas aussi. Hein. Il y en a partout, en fait. Il y en a partout. Mais je pense même dans des... Ah, tu me dis ça en me regardant d'une façon, c'est-à-dire il y a des disparitions spéciales au Canada. C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler, à part des disparitions malheureusement d'enfants. Et puis la disparition, je me souviens de ce... Mais je t'avais contacté à cette époque-là de ce pompier ontarien. Ah oui, Monsieur Philippe Ellis. Qui était parti faire du ski. Dans l'État de New York. Oui. Et qu'on a retrouvé en Californie. Oui. À l'autre bout du pays. Oui. Ah bah ça sera dans un de mes prochains livres. Ah bah voilà. Le mec qui fait sa pub, tu sais. Mais cette affaire est passionnante. Hein. Et oui. Le pompier amnésique, soi-disant, et c'est très bizarre, ouais. Qui s'est retrouvé donc à l'aéroport. Ouais. Tu dis où ça, l'aéroport de... Je crois que c'était en Californie. En Californie, loin, hein, parce très loin. À l'autre bout du pays, oui. Oui, et il skiait avec des amis de New York, ouais. Il a disparu avec sa combinaison, avec son casque, parce qu'il avait un casque, je crois. Il n'avait pas de papier avec lui. Il n'avait rien. Non. Et il s'est retrouvé quelques heures plus tard à l'aéroport. Quelques jours plutôt, non? Quelques jours, ouais. Il est toujours habillé en skieur. Oui. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que je connais le dossier, comme je t'ai dit, je commence à l'étudier, c'est qu'il s'était fait couper les cheveux aussi apparemment. L'aéroport. On l'a retrouvé avec les cheveux coupés. C'est bizarre. Il allait chez le coiffeur. Et il y a un autre truc intéressant, c'est qu'il a dit quand même qu'il aurait voyagé à bord d'un gros camion. Oui. Peut-être ce qu'il a cru être un gros camion. Bon, allons-y. Allez, t'es la présidente du MUFON France. Allons-y, c'est bien par là qu'on va se diriger. Est-ce qu'il y a des disparitions tellement insolites que... il ne pourrait pas être extraterrestre. Malgré que, dans les faits, les extraterrestres sont censés te ramener chez toi. Mais bon, donc oui. Est-ce que tu as des doutes sur des disparitions qui auraient pu être non humaines? Allez, disons-le, non humaines. Donc extraterrestres. Mais moi, je m'intéresse aux disparitions mystérieuses. Alors, ce terme, pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des disparitions simplement criminelles, entre guillemets, des disparitions dans lesquelles il n'y a pas un gramme de paranormal. Mais comme je dis souvent, je suis quelqu'un de cartésien, mais je suis quelqu'un de très ouvert aussi. J'ai l'esprit ouvert sur l'inexpliqué, sur le paranormal. Et voilà, je ne m'interdis pas d'étudier certaines pistes qui vont dans ce sens-là. Parce qu'à partir du moment où une disparition n'est pas normale, c'est qu'elle est peut-être paranormale. Je ne m'intéresse pas aux affaires purement criminelles, tu sais, les histoires de tueurs en série, les machins, les trucs avec les meurtres. Ça m'a intéressé à une époque, il y a plus de 20 ans, mais bon, j'ai dépassé ce stade. Non, pour moi, il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait de l'énigme, il faut vraiment que ça stimule l'intellect, entre guillemets. Et je m'intéresse aux affaires où il y a des détails un peu étranges. Et effectivement, dans certaines affaires que j'ai étudiées, il y a des détails, il y a des indices qui pourraient nous laisser penser que peut-être qu'un phénomène inexpliqué est survenu et pourrait expliquer la disparition de ces personnes. Donc moi, je m'intéresse beaucoup aux légendes locales aussi, aux mythes. Je m'intéresse au paranormal, je m'intéresse à l'ufologie. Et c'est vrai qu'il y a des affaires comme ça que j'ai étudiées dans lesquelles, qui pourraient laisser penser que les personnes ont disparu dans des circonstances assez troubles et que ces personnes ont peut-être, eu affaire même à une forme d'intelligence inconnue, possiblement. Et n'auraient pas été retrouvées, souvent, ces personnes-là? Souvent, les personnes ne sont pas retrouvées. Ou alors, des fois, elles peuvent être retrouvées mortes dans des conditions mystérieuses aussi. Mais souvent, c'est assez affolant. Les personnes disparaissent sans laisser la moindre trace. Ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'elles peuvent disparaître en l'espace de quelques secondes, même accompagnées d'autres personnes. Je trouve ça terrifiant et fascinant. Parce que c'est ça, il y a des familles, des fois, ils se baladent sur un sentier, et puis une personne, voire même un enfant, et quand c'est un enfant, c'est encore plus terrible, traîne un peu derrière, donc une seconde, il est là, quelques secondes plus tard, je sais pas, l'un des membres de la famille se retourne, et l'enfant n'est plus là. Et on ne le revoit plus jamais, et on ne retrouve rien. Et ça, c'est absolument terrifiant. Dans un de tes cas, il y a cette jeune fille qui était sur un sentier aux États-Unis avec ses grands-parents. Ses grands-parents se sont retournés et elle n'était plus là. Ah oui, l'affaire Alizega. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf qu'on l'a retrouvée. Elle, on l'a retrouvée, heureusement. Oui. C'est une affaire qui s'est bien terminée, d'ailleurs. Et comme quoi... Ah oui, mais ça peut aller très très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Ce qui est terrible, c'est que il y a des personnes, des familles qui restent sans réponse des décennies plus tard et ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leur enfant. Et ça,
Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Pas avoir de réponse, ils sont torturés comme ça et ça torture l'esprit, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment inacceptable. Donc je trouve que la moindre des choses, c'est au moins de reparler de ces affaires pour ne pas les oublier, parce que c'est la double peine en plus si on les oublie. Oui, est-ce que certaines de tes affaires t'ont amené sur une piste extraterrestre ou quelque chose de tellement fou qu'il n'y avait que ça comme solution? En fait, je fais une conférence en public, là, enfin je ne l'ai pas faite récemment, mais c'est une conférence que j'avais appelée Disparition mystérieuse et abduction. Voilà. Parce qu'effectivement, dans toutes les affaires que j'ai répertoriées, dans certaines affaires, il y avait des indices qui pouvaient laisser penser que les personnes avaient peut-être été enlevées par une forme d'intelligence inconnue. Alors, quelle était la nature de cette intelligence, j'en sais rien, mais possiblement d'origine extraterrestre. Possiblement, j'en sais rien. Par exemple, un gamin comme ça qui avait disparu dans une maison qui était sous alarme. Cet enfant avait disparu, l'alarme ne s'était pas déclenchée. D'ailleurs, cette affaire est dans mon livre Disparu en ville. Je vois que tu as le livre là qui est sur la bibliothèque, c'est pour ça que je dis ça. Oui, merci. Et donc, ce qui est assez troublant, c'est que justement, quelques années plus tôt, un ovni avait été vu à proximité de la ville où habitait cet enfant. Et cet enfant a disparu sans laisser la moindre trace. Les forces de l'ordre ont essayé de retrouver sa trace et les chiens pisteurs, les chiens policiers l'ont suivi jusqu'à une mare en fait. Sa piste olfactive s'arrêtait au bord d'une mare, ce qui est très étrange. Ouais. Qu'est-ce qu'il allait faire au bord de cette mare? En fait, ils ont fait preuve de bon sens, les policiers. Ils se sont dit, bah tiens, si sa piste olfactive s'arrête au bord d'une mare, c'est qu'il est peut-être allé dans l'eau. Il s'est peut-être noyé. Donc en fait, ils ont fouillé, ils ont vidé les temps. Ils ont vidé, oui. Ils n'ont rien trouvé. Et on a vu, il y a eu une observation d'OVNI très très impressionnante près de cette localité qui s'appelle Roseboro. Il y a eu une observation, et là, ça je l'ai étudié, c'était en Caroline du Nord. Ça, je l'ai étudié en fait, cette observation. D'ailleurs, j'ai trouvé les informations sur le site du MUFON américain, parce que c'est une source fiable, on va dire. Oui, très bonne source, oui. Il y a eu un RR3 tout près, en fait, à 25 km de l'endroit où cet enfant a disparu mystérieusement. Donc un RR3, une rencontre rapprochée du troisième type, en fait. Un gars, en fait, c'est un gars qui avait vu, il est allé faire une balade avec son fils, ils étaient en train de pêcher, et il a vu des boules lumineuses dans le ciel, comme ça. Et lui, c'est un ancien pilote de ligne. Donc il sait reconnaître les objets volants non identifiés. Donc il n'a pas compris ce qu'il a vu. Et plus tard, ce soir-là, il a entendu des bruits autour de sa maison. Il aurait vu donc des créatures ressemblant à des petits êtres en fait qui étaient vêtus de scaphandres. Donc c'est vraiment très classique quoi, dans les rencontres rapprochées du troisième type comme ça, qui étaient dans les broussailles près de chez lui. Et voilà, donc il a fait cette observation. Il n'a jamais varié dans sa version, quoi. Il a toujours affirmé avoir vu ce qu'il a vu, même si beaucoup de gens ne l'ont pas cru, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, moi. Je ne dis jamais, voilà, je ne prétends jamais détenir la vérité. Je ne sais pas si cet enfant a été peut-être abducté par une forme d'intelligence venue ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu cette observation faite très très près de l'endroit où il a disparu, parce que ce gamin, on ne l'a jamais revu. On ne l'a jamais revu nulle part, hein. Et encore une fois, ce qui était troublant dans cette affaire, c'est que l'alarme ne s'est pas déclenchée lorsqu'il est sorti. D'accord. Et on sait bien que dans les observations d'OVNI, souvent, il y a des dysfonctionnements, comme ça de la technologie. Bien sûr. Donc moi, en fait, c'est ce que j'ai fait dans cette conférence, voilà, dans cette affaire, c'est que j'ai pointé, en fait, tous les détails qui étaient un peu troublants, qui pouvaient peut-être aller dans le sens d'une abduction. Et pareil, il y a une autre affaire comme ça en Nouvelle-Zélande, comme ça, c'était une femme aussi, une jeune femme qui a disparu, et c'était très troublant parce qu'elle a eu un accident de voiture dans un lieu, donc près de Christchurch, donc la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, c'est marrant parce que je connais bien Christchurch parce que j'ai vécu 1 an en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et je suis resté 3 semaines à Christchurch. Et donc, et d'ailleurs, l'endroit où s'est passée cette disparition était à quelques kilomètres à peine de l'endroit où je logeais. Donc c'est marrant. Et donc cette jeune femme a eu un jour, la police faisait une patrouille sur une route comme ça, très 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 isolée, déserte. C'est une route qui monte comme ça sur une colline boisée. C'est l'endroit le point culminant autour de Christchurch. Et ils ont repéré une voiture qui était sortie dans le décor comme ça, qui avait fait une sortie de route. Donc ils sont allés voir.
Et c'est bizarre parce que en fait, cette sortie de route était bizarre, parce qu'ils n'ont pas trouvé de traces de freinage. C'est comme si la voiture s'était arrêtée à très faible allure, en fait. Et c'était pas un accident proprement parlé. D'accord. Et ils ont trouvé la voiture vide. Donc ils ont commencé à faire des recherches. Et autour de la voiture, ils ont trouvé... Alors, ce qui est bizarre aussi, qu'ils ont trouvé il me semble qu'ils ont trouvé la clé sur contact. Tout était intact, hein. D'accord. Ils ont fouillé aux alentours, ils ont retrouvé des affaires, ils ont trouvé une paire de chaussures de sport abandonnées. Ils ont trouvé une montre posée sur un rocher. Et ils se sont rendus compte que c'était une jeune femme qui était venue là, venue faire apparemment, qui avait quitté son domicile le matin, qui était venue faire un jogging là apparemment, et qui pour une raison inconnue a eu cet accident, qui s'est arrêtée, et elle a disparu sans laisser de traces. Et donc on l'a cherchée pendant longtemps, on l'a pas retrouvée. Et on l'a retrouvée finalement, un chasseur l'a retrouvée, il me semble que c'était 1 an plus tard, à seulement 500 mètres de la voiture. Il l'a retrouvé. Il a retrouvé le corps. Et c'est bizarre parce que cet endroit avait été fouillé à maintes reprises par les forces de l'ordre. En fait, on ne savait pas, en fait, est-ce que ce corps était vraiment là? On ne sait pas. Parce que, est-ce qu'il n'aurait pas été redéposé? Donc moi, j'ai pointé un peu tous les détails un peu troublants, c'est ça, c'est que... Pourquoi est-ce qu'elle a enlevé sa montre aussi? C'est bizarre. Ouais. Donc tu vois, j'ai spéculé, attention, je spécule, mais bon, quand il y a un mystère, il faut bien, quand on réfléchit, on spécule. Bien sûr. Ce qui est très troublant, c'est que j'ai noté que quelques temps plus tard, il y a eu exactement le même accident au même endroit. Et cette fois, on a retrouvé 2 femmes mortes à bord de la voiture. Et la voiture a encore fait une sortie de route inexpliquée, là. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, j'explique tout dans cette conférence-là, c'est que j'ai fait le parallèle avec les abductions, encore une fois. On a des affaires comme ça, où j'avais trouvé une affaire comme ça en Angleterre, une Anglaise, qui prétendait avoir été abductée. En fait, un soir, comme ça, ils roulaient en voiture, ils auraient vu une lumière dans le ciel, et leur voiture se serait arrêtée, comme si le moteur était tombé en panne, en fait. D'accord. Et la voiture de cette femme prétendument abductée s'est arrêtée exactement de la même façon que celle de la femme disparue. Tu vois, le moteur s'est arrêté, c'est comme si toute l'électricité s'était coupée à bord de la voiture, et la voiture, le moteur s'est arrêté, a calé, et elle a continué à rouler, tu sais, lancée par l'énergie cinétique, je crois, on appelle ça comme ça. Et elle s'est arrêtée lentement comme ça. Et moi, ça m'a vraiment rappelé la façon dont s'était arrêtée la voiture de la femme en Nouvelle-Zélande. Donc encore une fois, c'est un faisceau d'indices. Hein. Il s'est peut-être passé un événement inexpliqué en Nouvelle-Zélande. Surtout qu'en plus, on était au point culminant de Christchurch, le point le plus élevé. Alors, admettons, on est fou, hein. Admettons, ces personnes-là, les voitures sont stoppées. Une forme d'énergie inconnue. Oui, l'énergie, le magnétisme. Bon, admettons. Les voitures sont stoppées, continuent leur route, leur lancée. Les personnes sont enlevés, abductés. Les grands esprits se rencontrent. Merci Lionel, il est temps pour nous d'aller à la pause et surtout ne manquez pas la 2e partie puisque nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises avec le grand spécialiste des disparitions mystérieuses. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Zone Insolite. Je reçois Lionel Camille, je suis Jeannie Charruot. Nous allons reprendre le récit de Lionel là où il l'avait laissé, c'est-à-dire au moment de la disparition d'une automobiliste qui est réapparue quelque temps après, décédée malheureusement proche de son véhicule. Les voitures sont stoppées, continuent leur route, leur lancée. Les personnes sont enlevées, abductées par un faisceau lumineux. Et puis, ça se passe mal. Parce que c'est pas toutes les abductions qui se passent bien. Exactement. Et tu fais bien de le dire. Oui. Parce que justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dans ma conférence. Tu l'as pas vu pourtant. Parce que justement, ce que j'ai dit dans ma conférence, c'est que souvent, c'est ça, c'est le scénario où les gens prétendument abductés nous racontent que souvent ils étaient en voiture ou ailleurs, ils ont vu une lumière étrange dans le ciel, ils ont eu un blackout, c'est-à-dire qu'ils se sont évanouis, ils se rappelaient plus de rien, et souvent leurs souvenirs leur reviennent par le biais de séances d'hypnose régressive, bien après. Et ils se rappellent que lors de ce blackout, il s'est passé des choses. Ils se sont retrouvés dans un lieu inconnu, prétendument la soucoupe, là, parce qu'en fait ils ont vu une soucoupe. Ça, ils se rappellent de ça lors des séances d'hypnose régressive. Ils se rappellent de la soucoupe. Ils se rappellent d'avoir été entourés par des petits êtres, souvent, qui ressemblent à des petits gris, voilà.
Les petits gris, c'est ça, ce sont les extraterrestres qu'on décrit souvent avec une grosse tête et des yeux en amande. Et ils étaient souvent sur une table d'opération. Oui. Et puis voilà, après, ils se rappellent plus de rien souvent. Mais effectivement, souvent, les personnes se souviennent avoir subi pas des expériences médicales un peu, tu vois ce que je veux dire? Si, des interventions. Voilà. Diverses. Et ben moi, dans ma conférence, j'ai avancé une théorie. Je me suis dit, peut-être que... On sait que nous, les gens normaux, quand on va à l'hôpital, des fois, tu sais, moi je connais des gens, ils sont allés à l'hôpital faire des analyses bénines, et puis ils sont jamais revenus, hein, parce qu'on leur a fait une anesthésie qui s'est mal passée, oui. Voilà. Et moi je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que dans les... Tu sais, si des personnes sont abductées, s'ils font l'objet d'expériences comme ça, au but inavouable, obscur, oui. Peut-être que des fois ça se passe mal. Peut-être que des fois des gens décèdent, peut-être que des fois des gens décèdent. Et c'est pour ça que j'ai avancé l'idée que c'est peut-être pour ça qu'on a retrouvé son corps plus tard. Parce qu'en plus, le corps de cette néo-zélandaise, cette jeune femme, il était dans un état de décomposition avancé. Et donc j'ai avancé l'idée que quand le corps est dans cet état, à mon avis, il est quasiment impossible de voir s'il a fait l'objet d'examens, d'incisions, parce que souvent on nous parle d'implants, si tu sais, on leur mettrait des implants, des machins, des trucs. Et à mon avis, ça doit être difficile de le voir. Et puis il faut savoir aussi que les gens qui font les médecins légistes qui font des autopsies, voilà, souvent ils raisonnent pas en termes d'abduction, eux. Hein. Je pense qu'ils ne raisonnent pas en termes d'abduction. Ils font les recherches de base et puis ils font pas d'examen poussé. Et puis je disais même dans cette conférence, je disais que ça pourrait même être mal vu s'ils commencent à faire des recherches qu'on leur demande pas. S'ils commencent à parler d'abduction, machin truc, ils seraient peut-être catalogués. Et puis ça a un coût aussi, tous ces des examens complémentaires, c'est un coût à mon avis. Hein. Tu sais, s'ils commencent à vouloir faire des examens, voir si le corps a subi des radiations. Donc à mon avis, toutes ces vérifications ne sont pas faites. Donc voilà, moi j'avais avancé l'idée que c'est peut-être qu'en plus, lors des recherches, parce que cette femme avait fait l'objet d'une opération de recherche massive, avec des chiens renifleurs, des hélicoptères qui étaient équipés de caméras thermiques, on n'a rien vu là. Après les faits, il y a eu plein de gens il y avait des recherches terrestres, des équipes au sol, ils n'ont rien vu. Et on a retrouvé ce corps à 500 mètres de sa voiture un an plus tard. Donc c'est étonnant. Moi je me suis dit, est-ce que ce corps était vraiment là? Est-ce qu'il n'a pas été redéposé? Et ça pourrait avoir du sens. Peut-être que là, imaginons qu'une forme d'inconnu... Alors là, je spécule encore une fois, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité. On est là pour réfléchir, imaginons qu'une forme d'intelligence inconnue enlève des êtres humains pour se livrer à des expériences, ça se passe mal, peut-être qu'ils ont attendu pour le rendre, je sais pas. Et ça peut avoir du sens aussi de rendre un corps. Dans leur logique à eux, oui, ça serait vraiment quelque chose à creuser. Parce que c'est arrivé plusieurs fois, ça, hein, qu'on retrouve le corps ça arrive souvent, pas très loin de la disparition. Ah oui. Je l'avais dit même dans le cadre du triangle de Bennington, les disparitions du triangle de Bennington. D'ailleurs, j'étais un des premiers à en parler en France. Le sujet, beaucoup de personnes l'ont repris depuis. Mais il y avait un corps comme ça qui avait été retrouvé dans une zone qui avait été fouillée 5 fois par les secours. Mais pour revenir à ce que je disais, en fait, ça pourrait avoir du sens de rendre les corps aussi, parce que imaginons qu'une forme d'intelligence venue d'ailleurs existe. Ils sont pas forcément malveillants, tu vois. Ils ont peut-être voulu aussi rendre cette dépouille aux familles après. Je sais pas. Bon, bien entendu, les personnes les plus cartésiennes vont dire que cette personne a été fait l'objet d'un meurtre, elle a été tuée par quelqu'un qui a ramené le corps. On a déjà vu des cas comme ça, ils mettent les corps au congélateur, ça les conserve et puis ils les rendent après. Mais dans cette affaire, moi ça me semblait vraiment intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de détails qui pourraient laisser penser qu'il s'est possible de passer un phénomène inexpliqué. Parce qu'en plus, Christchurch c'est un endroit où il y a beaucoup d'observations d'ovnis. J'ai fait des recherches là-dessus. Ah oui. À la même époque, on avait vu un convoi d'ovnis passer au-dessus de Christchurch. C'est un peu un hotspot, la Nouvelle-Zélande. Parce qu'en plus, la Nouvelle-Zélande, c'est un endroit qui est très volcanique. Il y a beaucoup et il y a un élément aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que Christchurch a fait il y a quelques années, en 2011 il me semble, l'objet d'un séisme. Il y a eu un séisme très puissant qui a quand même fait des blessés. Et d'ailleurs, ça s'est passé 1 an après que j'y sois. Je me suis dit, waouh, c'était chaud. Je vais rien t'apprendre si je te dis que les ovnis sont souvent vus à l'occasion de catastrophes naturelles. Oui. Et donc, au moment de la période de ce séisme, on a vu pas mal d'ovnis près de Christchurch. Donc c'est intéressant, quoi. C'est intéressant, tout c'est un faisceau d'indices. Moi, je trouve que comme c'est un mystère, ça ne fait qu'alimenter peut-être une potentielle piste. Voilà, c'est une piste parmi d'autres. Ah oui, c'est ça, attention. Et puis moi, je ne parle je parle de paranormal et d'ufologie uniquement quand le sujet s'y prête. Tu vois, je vais pas inventer des choses quand il n'y a pas lieu. Je veux dire, mais là, effectivement, il y avait quand même pas mal d'éléments
intéressant par rapport à ça. Voilà. Et le paranormal, lui, quelle part il a dans tout ça? Est-ce que tu as rencontré des cas plus proches du paranormal? Quelque chose qui... Oui. Plus que l'ufologie encore, je vais te dire. C'est plus prenant, D'ailleurs, c'est plus inquiétant. Je vais te faire un petit aveu. Je suis comme beaucoup de gens, je n'ai pas d'idée arrêtée sur l'existence ou pas des extraterrestres. Je pense qu'il existe une forme de vie ailleurs, probablement. Je ne sais pas pourquoi on serait la seule forme de vie dans l'univers. Mais pour moi, la théorie Tollet-Boulon, j'ai du mal à y croire quand même. J'ai du mal. Bref. J'aurais plutôt tendance à être du côté de la... Parce qu'on sait que chez les ufologues, il y a plusieurs branches. Puis il y a les sceptiques aussi, il y a les cartésiens, il y a les Tollet-Boulon, il y a les plutôt paranormales. Moi, je suis plutôt, je vais te dire clairement les choses, je suis fan de Jacques Vallée. Pour moi, c'est l'un de mes maîtres. Oui. Et lui, c'est plutôt quelqu'un qui penchait plutôt vers la piste paranormale. C'est quelqu'un pour moi, c'est un génie, parce que c'est vrai que c'était l'un des premiers à faire le lien entre l'ufologie et les légendes et le folklore. Et moi, je me passionne pour les légendes et le folklore, en fait. Et pour répondre à ta question, je m'intéresse à beaucoup de disparitions étranges. J'ai sorti un bouquin l'an dernier sur les disparitions dans la nature en Asie. Oui. Et là, c'est incroyable le nombre de disparitions dans lesquelles la piste paranormale paraît... La seule solution ? Ça paraît une évidence par moment, je te jure. Hein. Parce qu'en plus, c'est toujours les mêmes cas qui reviennent, toujours. Et surtout en Malaisie. Je me suis vraiment passionné pour les affaires en Malaisie. Je me suis beaucoup intéressé aux esprits de la forêt. Oui. Ce qu'on appelle les orang bonyan là-bas. Ils sont vraiment souvent pointés du doigt lorsque des personnes disparaissent comme ça, sans laisser de traces dans la nature. Et ce sont des croyances qui sont ancrées chez ces gens depuis des siècles. Ça n'est pas une invention de l'internet, ça je dis souvent, tu vois. Ce sont des croyances chez les peuplades. On n'a pas attendu internet. Non. On nous répète la même chose depuis longtemps et c'est toujours les mêmes cas de figure qui se répètent toujours. Et bien entendu, on n'a pas de preuves, parce que de toute façon, ça serait des êtres, s'ils existent, qui seraient invisibles de toute façon. Mais c'est quand même sacrément intriguant. Et moi, je vais te dire. D'ailleurs, j'ai aussi une expérience cet été là-dessus. Je suis quelqu'un de cartésien, mais je n'écarte pas l'idée que le monde invisible puisse exister. Au contraire, j'ai quand même de plus en plus tendance à croire qu'il existe un monde invisible, qu'il existe d'autres dimensions. Et ça, vraiment, c'est depuis ces dernières années, là, depuis que j'ai étudié ces affaires en Asie. Et puis aussi récemment, parce que je te fais quelques petites confidences. Ouais, vas-y. Je ne suis pas forcément fan des médiums. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos. J'ai toujours tendance à être un peu méfiant vis-à-vis des médiums. Je pense qu'il y a parmi ces personnes, je pense qu'il y a pas mal d'escrocs. Je pense, je vais dire clairement les choses. Des affabulateurs, des gens farfelus, tout ce que tu veux. Mais récemment, j'ai quand même rencontré une personne assez exceptionnelle. Je suis en contact avec quelqu'un d'assez exceptionnel qui s'appelle Geneviève Delpech. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Qui n'est rien moins que l'une des médiums les plus impressionnantes au monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est sorti. Et c'est vrai, parce que j'ai parlé pas mal de fois avec elle. Je vais là, d'ailleurs, on va se rencontrer prochainement. Et c'est quelqu'un qui a un vrai don. C'est bluffant, quoi. C'est bluffant, c'est incroyable. Elle a des flashs, elle a des visions. Elle arrive même à ressentir ce qu'ont vécu les gens avant de disparaître. C'est de la folie. Mais c'est un peu finalement un fardeau aussi quelque part. Certainement. C'est dur à gérer. Et donc voilà, contact de cette personne et puis aussi d'une autre personne que j'ai rencontrée dans le Jura cet été, parce que je me suis intéressé à la recherche d'un cryptide en fait. Moi je m'intéresse aussi aux cryptides, tu sais, aux animaux dont on n'a pas prouvé l'existence de manière officielle. Le plus connu c'est le Bigfoot. Le Sasquatch, comme vous dites au Canada, le Sasquatch, Québec. Oui, bien sûr. Moi je m'intéresse en particulier au Dogman, voilà. C'est une créature qui ressemblerait à un loup-garou, attention, que les témoins, parce qu'il y a des milliers de témoins encore là, comme pour le Bigfoot, que les témoins décrivent tous comme une créature mi-homme, mi-loup, là, qui ressemblerait à un loup-garou. Enfin, ils le décrivent comme ressemblant à un loup-garou. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une bête mutante, tu vois, qui ressemblerait, tu vois, le chaînon manquant entre l'homme et le loup, j'en sais rien, tu vois, une forme de vie inconnue. Et donc, tout ça pour te dire que je suis allé enquêter sur le terrain dans le Jura, parce que là, j'avais reçu un témoignage que je considère très très crédible, de 2 personnes qui l'ont vu, 2 femmes. Et l'une de ces femmes, c'est une jeune femme qui s'appelle Jessica, qui a un don aussi. Elle est pas forcément médium, elle est chamane en fait. Tu vois, elle communique avec les esprits, les entités, les esprits des animaux. Ça m'a ouvert l'esprit encore, parce que voilà, ce qu'elle m'a dit, moi j'ai tendance à croire ce qu'elle m'a dit. Voilà, pour moi ça paraît de plus en plus évident qu'il y a autre chose que notre simple monde matériel, qu'il y a une autre réalité qu'on ne voit pas, qui est invisible à l'œil nu. Je pense qu'il y a des choses. Après moi je n'ai aucun don, je ne les vois pas, mais... je pense qu'il faut certainement pas écarter la possibilité que ça existe.
toi, tu n'as aucun don, mais depuis que tu travailles, plus tu travailles sur ces sujets-là, plus ton esprit s'ouvre. Oui, est-ce que tu as eu des expériences personnelles depuis que tu travailles là-dessus? Non. Non? Non, j'en ai jamais eu. Il ne s'intéresse pas à toi? Qui ça? Parce qu'en général, non, mais en général, on dit que quand on s'intéresse à un sujet, il va s'intéresser à vous. Peut-être, ouais. Mais non, j'ai fait un rêve plus ou moins prémonitoire un jour. Avant, je l'ai déjà dit, ma grand-mère avait fait un AVC et j'avais rêvé d'elle la nuit d'avant. Enfin bref, un truc un peu. Et autrement, non, j'ai jamais eu d'expérience vraiment. Mais là, je te dis, vraiment, je me sens plus éveillé depuis cet été, j'ai envie de dire, encore sur ces histoires. Sur le Dogman aussi, j'ai compris quelque chose sur le Dogman. Pour l'instant, je le dis pas, je vais garder ça. Et j'ai la chance de rencontrer prochainement Geneviève Delpech. Et c'est quelqu'un aussi qui est vraiment... qui est incroyable, quoi. C'est quelqu'un d'incroyable. Après, il y aura bien sûr toujours des sceptiques qui vont dire que c'est n'importe quoi, mais moi je peux vous dire que les infos qu'elle m'a données, elle pouvait pas les inventer, et puis c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, quoi. Il suffit de lire ses livres. Elle a annoncé des choses bien avant que ça arrive, quoi. Je pense notamment, est-ce que tu te rappelles cette histoire, tu sais, Pauline Lafont? Oui, bien sûr. La fille de Bernadette Lafont. Oui. C'était dans les années 85, je crois. Oui. C'était la fille de cette actrice qui était partie faire une balade, je crois, dans les Cévennes. Oui. Et elle avait disparu, et les médias en avaient parlé énormément à l'époque. Et il y avait une grosse opération de recherche, et on l'a retrouvée malheureusement décédée. Elle était tout près de la maison, finalement, familiale. Et Geneviève a révélé dans son bouquin qu'en fait, à l'époque, elle avait vu la vision. Elle avait dit à Bernadette où se trouvait sa fille. Et Bernadette n'avait pas voulu l'écouter. Elle était pas bien non plus, si tu veux. Elle voulait pas entendre ça. Pour elle, les gendarmes cherchaient pas à cet endroit, donc elle pouvait pas être à cet endroit. Et finalement, c'était exactement à l'endroit où Geneviève l'avait indiqué qu'on a retrouvé Pauline Lafont. Elle était encore en vie en plus quand elle l'a vue. Ah oui. C'est ça qui est terrible. Et Bernadette, après, elle a reconnu, elle a dit, si j'avais su, j'aurais écouté. Et là, il y a plein d'affaires comme ça, parce que moi j'ai lu son bouquin, plein d'affaires où elle a vu les choses. Hein. Il s'appelle comment son livre? Les enquêtes d'une médium. Un peu de pub, c'est mérité. Très bien, oui. Et autant avant j'étais un peu sur ma réserve sur les médiums, autant là je te dis j'ai rencontré cette personne exceptionnelle. D'ailleurs je vais faire des vidéos avec elle sur YouTube, je pense. Et surtout aussi Jessica, l'autre, la chamane. Elle m'a dit des choses et puis encore une fois, en fait je vais te dire clairement les choses. Elle serait rencontrée avec cette créature. Elle serait rentrée en contact avec cette créature, avec ce Dogman qu'elle a vu. D'accord. Mais ça a du sens. Elle est chamane. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas forcément un hasard non plus. Selon moi, c'est pas forcément un hasard non plus si elle a fait cette rencontre dans la forêt. Parce qu'elle s'était allée se balader avec une amie, sa colocataire, un samedi, vers 15h30, je crois, dans une petite forêt près de chez eux. Parce qu'en fait, sa colocataire avait un chien. Et ils sont arrivés sur ce sentier, ils n'étaient jamais venus là avant, ils ont garé leur voiture, ils ont commencé à marcher sur ce chemin. Et ils ont vu un peu plus loin ce qu'ils ont cru être un grand chien noir au début, qui était au bord du chemin, en train de fureter un peu dans la terre, enfin bref. Et finalement... Et cette créature s'est avérée être autre chose. En fait, cette créature s'est mise sur ses pattes de derrière, s'est relevée comme un homme. Et elle mesurait près de 2 mètres. Ils ont eu la peur de leur vie. Tu m'étonnes. Et elle est même venue vers elle, en fait. Et Jessica n'a pas eu peur. Enfin, elle a voulu savoir, elle a voulu voir. Parce que la femme qui avait un chien, elle a eu peur pour son petit chien. Elle a dit tout de suite, je retourne à ma voiture, tout de suite. Mais Jessica est restée sur place. Parce qu'elle voulait en avoir le cœur net. Parce qu'elle s'était dit au début, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un sanglier? Tu vois. Et donc là, elle est restée pendant 5 minutes face à cette créature. D'ailleurs, elle m'a fait des croquis. Je peux te dire que les croquis sont terrifiants. Et je les mettrai dans ma vidéo. Et elle a et par la suite, elle a fait des cauchemars et elle est rentrée en contact avec cette créature. C'est comme si cette créature avait continué à communiquer avec elle. D'accord. Ça peut paraître dingue, je le concède. Hein. Mais, sachant que c'est comme une chamane, ça peut avoir du sens. Après, il faut accepter l'idée que les chamans aient le pouvoir de communiquer comme ça avec les animaux, avec les... Mais cette femme, Jessica, elle m'a apporté une preuve aussi de ses facultés, parce que ça, je la montrerai pas forcément, mais elle m'a montré une photo qu'elle a prise chez elle, par hasard. Elle était avec sa sœur, ils étaient dans leur chambre, sur son lit, et sa sœur, elle a pris une photo sans faire gaffe avec son smartphone. Et quand ils ont regardé la photo, ils se sont rendus compte, et moi je l'ai vu de mes yeux cette photo, qu'on voit en arrière-plan une silhouette
comme une dame blanche en fait. D'accord. C'est incroyable. Je peux te dire que cette photo, elle est vraiment bluffante. On voit exactement le visage de la personne et c'est incroyable, quoi. Ça fait vraiment, tu sais, elle est en robe et en bas, ça fait presque vaporeux en bas, tu sais. Vraiment le fantôme, quoi. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle a retrouvé cette photo. Par hasard, ils sont retombés sur l'image de cette femme, de cette dame blanche, sur un site internet. Oui. C'est exactement la même personne. Oui. Et c'est incroyable. Et moi, je peux te dire que je l'ai vu de mes yeux, ça. Et j'ai confiance en elle. Je pense qu'elle a des pouvoirs. Et d'ailleurs, les gens verront cette vidéo, la verront dans plusieurs mois. Certains, bien entendu, vont dire que ce sont des menteuses. Mais moi, je peux te dire que je n'ai aucun doute sur leur sincérité. Et puis, j'ai vu leurs émotions aussi. Tu peux pas tricher sur les émotions. C'est ça. Quand elle me raconte ça... Et puis surtout, ça fait plus d'un an et demi qu'ils n'ont pas changé de version. Ils me répètent toujours la même chose. J'avais interviewé Alain, c'est un homme aussi qui aurait aperçu une créature ressemblant à un Dogman près de Nice. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois. Oui, j'ai vu ça. Pareil. Bon, certains ont dit que c'était un menteur, un affabulateur, mais bon, moi encore une fois, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait son interview, c'est parce que je considère que c'est un témoignage très crédible. Après, on ne sait pas, il n'y a que lui qui sait si c'est vrai ou si faux. Mais bon. Donc ça se rapproche du Sasquatch, hein? Bah c'est une créature, ouais, mais c'est comme un Sasquatch, mais plutôt de type canin, qui ressemblerait plutôt à un chien ou un loup. Mais encore une fois, tout est possible là derrière. Tout est possible. Je veux dire, moi, j'ai pas d'idée arrêtée. Dogman, déjà, ça peut être une forme de, ça peut être un animal inconnu. Ça peut être une bête mutante aussi. Oui. Tu vois. C'est pas forcément une créature d'origine paranormale. On n'en sait rien. Mais tout est envisageable. Ça peut avec être aussi une intelligence qui permet. Oui. Parce que ça, c'est la grande caractéristique. C'est beaucoup plus qu'un animal. Attention, je ne suis pas là pour critiquer nos amis les bêtes. Mais là, c'est vraiment un animal qui serait peut-être même supérieur à celle de l'homme. Ah non, mais sans rire. Et tout est envisageable sur la nature de cette créature. Mais même dans l'émission que j'avais fait sur le Dogman sur Nuret TV, j'avais dit que ça pouvait même être une créature d'origine extraterrestre. On n'en sait rien. Parce que tu sais bien qu'il y a les partisans de l'hypothèse extraterrestre, ceux qui croient en l'existence des petits gris fermement. Moi, je sais pas là-dessus, j'en sais rien, mais nous disent qu'ils sont dotés de pouvoirs télépathiques, ils ont des pouvoirs mentaux, ils sont peut-être capables aussi de projeter dans l'esprit humain des images, des visions, de modifier leur apparence. On a vu des cas comme ça, les personnes avaient cru voir un hibou, un cerf. Et en fait, voilà, il s'agissait d'extraterrestres. Oui, exactement. Donc peut-être que le Dogman n'est qu'une projection mentale dans l'esprit des gens, j'en sais rien. Tout est possible. Tout est possible. Ah bah là, on est dans le domaine du tout possible. C'est l'infini. Mais ça peut être aussi d'origine paranormale et peut-être que certains pensent que par exemple les Bigfoot proviennent d'autres dimensions. Ça rejoint les univers parallèles et tout. Mais bon, il faut savoir que pendant longtemps, les dimensions multiples, les univers parallèles, c'était un sujet de science-fiction. Mais maintenant, beaucoup de scientifiques s'intéressent très sérieusement au sujet. Il y a la théorie des cordes, il y a tout ça. Maintenant, donc on n'est pas à l'abri de faire des découvertes révolutionnaires. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même rester humble vis-à-vis de ça. Et encore une fois, je pense que les dimensions parallèles, les autres dimensions, ça pourrait expliquer beaucoup de phénomènes inexpliqués à l'heure actuelle. D'ailleurs, certains pensent aussi que les ovnis pourraient provenir d'autres dimensions. Bien sûr. Ça leur permettrait, tu vois, de voyager, de parcourir des grandes distances, j'en sais rien. J'en suis pas loin. Moi, je pense que ça peut faire du sens aussi, parce que bon, s'ils ont la capacité de passer d'une dimension à l'autre, ça pourrait expliquer comment ils disparaissent aussi vite, pourquoi est-ce qu'on n'en trouve jamais aucune trace, et puis voilà. Après, moi je trouve que c'est intéressant je n'ai pas de réponse, mais je trouve que c'est intéressant de se poser les questions. Moi ça me passionne. Et encore une fois, depuis cet été, j'ai découvert quelque chose sur le Dogman. Je garde ça pour moi pour l'instant. Je crois avoir compris quelque chose sur le Dogman. Je vais faire le parallèle, je te dis un peu quand même. Ouais. En fait, c'est bien. Je fais le parallèle avec les extraterrestres. Tu sais bien que les extraterrestres sont souvent associés au nucléaire. Oui, bien sûr. Certains ufologues ont remarqué qu'il y avait un lien. Évident. On voit souvent des ovnis à proximité de centrales nucléaires. On a vu des cas aussi aux États-Unis comme ça, des missiles nucléaires qui avaient été désactivés sans raison. On a vu aussi souvent des ovnis, lors des catastrophes nucléaires aussi. Tchernobyl, Fukushima. Donc certains nous disent que les extraterrestres seraient peut-être là aussi pour nous faire passer un message sur le nucléaire. Arrêtez de jouer les apprentis sorciers, arrêtez de menacer votre environnement. Moi je pense que le Dogman est là pour nous faire passer un message, possiblement.
Et ce message, je le garde pour moi. Pour l'instant. Ça... Merci beaucoup. Ah non, merci d'être venu. Donc. Non, mais je le dirai prochainement. Oui, il faut que j'étudie ça. Et ça, j'ai découvert ça cet été en allant sur le terrain, tu vois. Ok. Et alors, c'est quoi là, la rentrée? Parce que là, il va falloir travailler maintenant. Ah bah ouais, j'ai beaucoup de taf. J'ai beaucoup de boulot là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je travaille. Je suis rentré le 31 août de mon périple. Et dès le 1er, j'ai commencé à travailler, 1er septembre, sur le montage de la vidéo. Dans les Hautes-Alpes, je commence sur l'affaire des disparitions. Là. Et ensuite, je travaillerai sur la vidéo du Dogman. Ça demande beaucoup de boulot parce que j'ai plein de photos, j'ai plein de morceaux de rush vidéo, j'ai plein de... Mais bon, c'est vraiment un énorme travail. Tu es tout seul, je suppose? Ah ouais, je fais tout de A à Z, moi. Je fais tout. Et j'écris, j'enquête. Parce que des fois, on me dit, ouais, tiens, ça fait plaisir, on me dit... ça me fait penser à Pierre Bellemare, t'es le nouveau Pierre Bellemare, blablabla. Oui. Sauf que moi, j'écris mes livres moi-même. C'est ce que je dis souvent. Parce que souvent, ces gens-là, tu sais, ces gars-là n'écrivaient pas leurs livres. Hein. Oui, puis Puis j'enquête, je fais mes recherches. De A à Z. Ouais, donc c'est un boulot énorme. Après, c'est satisfaisant aussi de pouvoir maîtriser tout, mais bon, c'est vrai que ça demande du temps. Et puis, et là, je vais sortir un roman aussi, tu vois, parce que je suis romancier à la base, moi aussi. C'est vrai, j'ai commencé par des romans, et là, je vais sortir le roman, la suite de Climax. J'avais sorti un roman. C'est un thriller, c'est un policier. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucun paranormal et aucune ufologie là-dedans, mais bon. Ce sera la version non censurée, on va dire, parce que je m'étais fait censurer une première version. Non, mais bon, je me lâche un peu dedans, je me fais plaisir. Je parle de sujets qui me tiennent à cœur, qui m'intéressent. Je parle de terrorisme, je parle de théorie du complot, c'est un peu très dans l'air du temps en fait. Enfin, c'est une fiction, hein, c'est un divertissement, mais bon, je me suis pas mal amusé, donc ça, je vais sortir ça à l'automne, là. Et puis voilà, nouvelle vidéo, un nouveau livre sur les disparitions mystérieuses aussi, un livre sur les bêtes mystérieuses aussi qui va sortir, je pense, peut-être plutôt en début d'année prochaine. Très intéressant. Sur la bête du Gévaudan et puis le Dogman aussi. Mais mon Dieu, mais il y a combien d'heures dans ta journée? Je sais pas, non, que 24. Mais bon, quand on est passionné, mais c'est vrai que par moment, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur parce que je m'aménage pas tout le temps et puis. Tu penses repartir comme tu l'as fait cet été pour de nouvelles enquêtes de terrain? Ouais, on verra. Hein. On verra. Je m'interdis rien. On verra bien. Là, tu vois, c'est encore un autre sujet, ça n'a rien à voir, mais c'est un gars qui m'a envoyé un message. Il aurait vu une dame blanche, lui, au bord d'une route en Vendée. Sachant que c'est pas très loin de chez moi, c'est qu'à 1 heure de voiture, c'est pas impossible que j'aille l'an prochain sur place. Ouais. Surtout qu'il n'est pas le seul à avoir vu, hein. Son garagiste l'aurait vu aussi. Tu vois, il y a 2 témoins encore là. Donc voilà, je manque pas de projet et puis voilà. Quoi. Donc, est-ce que tu peux rappeler le titre de tes ouvrages sur la série Disparus? Il y en a pas mal. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a Disparu dans la nature USA, Disparu dans la nature monde. Là, ce sont des affaires partout dans le monde. Disparu dans la nature Asie. Il y a Disparu en ville. Et il y a Disparu en mer. On peut te retrouver sur ta chaîne Lionel Camille Disparu. Lionel Camille Disparu sur YouTube. J'ai aussi des émissions sur Nura TV, pas mal. Mais j'en fais moins maintenant parce que je veux me concentrer sur ma chaîne et fournir le meilleur contenu sur ma chaîne. Bon, mais merci beaucoup Lionel. Bonne rentrée. Merci beaucoup Janie. Et puis ma salutation à tous les auditeurs au Québec et puis un peu partout dans le monde, ceux qui écoutent cette émission. J'espère que ça vous a plu. Certainement, merci beaucoup. Surtout ne manquez pas les prochaines éditions dès samedi prochain avec un nouvel animateur. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec encore des surprises et des invités. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.